Bien, bonjour à tout le monde. Merci d'être présent pour cette nouvelle opération réalisée conjointement par la CCI, la FIPCOM et les magistrats présents. Je me présente donc Taïk Zalal, membre associé de la CCI et également conseiller technique de la Chambre de commerce, accompagné par un autre conseiller technique, Sandrine Jaboulet. Nous avons été tous les deux nommés l'année dernière comme membres associés et conseillers techniques de la Chambre de commerce, avec la réalisation tout au long depuis notre nomination, sous l'impulsion de Sandrine surtout, de plusieurs rencontres ayant pour objectif d'apporter des éléments de compétences, des éléments d'information. Moi, j'aime bien rappeler régulièrement une des conséquences d'IRMA, ça a été l'entropie sur l'information, c'est-à-dire une difficulté pour les chefs d'entreprise, mais plus largement pour la population, d'accéder à un certain nombre d'informations. Et un des rôles qui nous a été donné par Madame la Présidente Angèle Dormoy, ça a été justement de faciliter l'accès à l'information. Et donc je remercie dès maintenant les personnes qui sont assises autour de cette table pour rentrer au sein de ce débat. Qui permet, on en a eu quelques-uns avec le barreau de Guadeloupe, avec les experts comptables, avec les assureurs. Je vois Bulent, des tables rondes autour de la place de la Plaisance à Saint-Martin et quel élément de développement touristique sur la base de cette valeur ajoutée qu'est la Plaisance à Saint-Martin. Le sujet qu'on va aborder aujourd'hui a un intérêt fort au lendemain d'une situation compliquée, mais bon, IRMA n'a pas fait que créer des difficultés, elle a aussi révélé des choses qui étaient présentes, et entre autres, quid de la relation entre un employeur et les employés, quid des situations juridiques ou des procédures prud'homales ou civiles, voire autres, qui pourraient en être la conséquence. Voilà, je laisse la parole à Sandrine pour présenter le sujet exact. Donc bonjour, oui effectivement pour ceux qui ne me connaissent pas, effectivement je suis conseiller technique aux côtés de Taï à la Chambre de commerce de Saint-Martin. Avocate par ailleurs, effectivement mon domaine de prédilection c'est le droit du travail, mais aujourd'hui je suis là en tant que conseiller technique. Alors on ne va pas restreindre le sujet au niveau du droit du travail, on va l'élargir le plus possible. Le sujet d'aujourd'hui est donc la médiation. La médiation, c'est un mode alternatif de résolution des conflits. C'est donc pour éviter d'aller devant les tribunaux, ou tout au moins, et ça, nos médiateurs vont nous l'expliquer, pour essayer de faire rencontrer les parties. Alors, pour nous aider dans cette conférence débat aujourd'hui, j'ai deux avocats du barreau de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, mais qui sont par ailleurs médiateurs, et on m'a bien dit de bien distinguer les deux titres, et aujourd'hui ils sont là en tant que médiateurs. J'ai donc Madame Calonne, Elisabeth Calonne, et Madame Karine Linon, qui sont venues spécialement de Guadeloupe pour nous éclairer sur le sujet de la médiation, et je les en remercie. Et puis je voulais avoir un autre éclairage, l'éclairage des magistrats par rapport à cette médiation, puisque il ne faut pas l'avoir que du point de vue des avocats. Je voulais avoir cet éclairage des magistrats parce que la question qui m'est venue, c'est de me dire, mais finalement, est-ce que les médiateurs ne vont pas empiéter sur le travail des magistrats? Donc voilà, je voulais avoir la vision des magistrats. À ce titre, j'ai donc Monsieur Combredet, qui est donc magistrat exerçant à titre temporaire près le tribunal de grande instance de Basse-Terre, les fonctions de juge d'instance à la chambre détachée et au tribunal d'instance de Saint-Martin. Voilà, c'est un titre assez long. Et j'ai Monsieur Michel Vogel, qu'on connaît ici en local pour notamment la notion de représentation MEDEF au niveau de la FIPCOM, mais qui est là aujourd'hui et dans le prolongement en tant que vice-président du Conseil de prud'homme de Basse-Terre, et qui pourra aussi nous apporter un éclairage sur la vision qu'ont les magistrats dans le cadre de la médiation. Alors, dans un premier temps, j'aurais souhaité, mesdames, et je m'adresse à vous deux, alors, j'aurais souhaité qu'on puisse distinguer la notion de médiation, la notion de conciliation et la notion d'arbitrage, qui sont trois termes qui finalement recouvrent, je pense pour le public lambda, des notions assez similaires et qui pourtant, d'après ce que j'ai compris, sont quand même assez différents. Alors, Madame Calonne, est-ce qu'il serait possible d'expliquer déjà, ce qu'est la médiation, on pose justement le cadre de réflexion, et puis qu'ensuite on puisse distinguer avec la conciliation et l'arbitrage, étant précisé que ces notions s'inscrivent en dehors de tout contentieux ou dans le cadre d'un contentieux. Donc pour l'instant, on va juste poser ce cadre de la médiation. Je vous laisse la parole. Bonjour. Je vous remercie
je remercie la CCI de nous avoir invités pour pouvoir exposer ce qu'est la médiation. C'est un point qui nous tient à cœur. Et la médiation, c'est un processus qui existe depuis plus de 20 ans en France, qui se développe énormément en Europe et qui permet ainsi de faire en sorte que les personnes qui sont concernées, qu'ils aient des litiges, des contentieux, des procès, mais qui sont simplement dans des situations où ils ont des points de vue opposés et qu'il convient de régler une certaine différence de point de vue, de trouver par eux-mêmes des solutions à leurs problèmes ou à leurs interrogations. Et pour trouver par eux-mêmes ces solutions, elles vont devoir discuter et dialoguer. Et pour faciliter le dialogue et pour que ce dialogue soit complet et le plus large possible, elles vont donc se faire aider et assister par un médiateur professionnel qui, lui, est formé à la facilitation du dialogue, à l'échange. Il va donc avoir des outils, et l'un des premiers et principaux outils, c'est l'écoute active. C'est-à-dire qu'il va faire en sorte que par l'écoute qu'il va apporter aux propos des uns et des autres, il va leur permettre d'avoir une discussion qui soit la plus complète, qui soit dans un langage élaboré, de manière à ce que chacun entende ce que l'autre a à dire et que chacun comprenne ce que l'autre a à dire et que chacun puisse considérer qu'il a été entendu pour les raisons pour lesquelles il voudrait effectivement régler son problème. Et au fur et à mesure, en faisant les échanges, en développant l'écoute, l'attention, le caractère pour dissiper les malentendus, on va à ce moment-là voir naître chez chacun des individus une découverte par eux-mêmes de fait qu'ils avaient plus de points communs que de points de dissension et que grâce à ces points communs, eh bien, ils sont capables eux-mêmes de trouver des solutions. Et c'est ça la médiation. Et alors, donc d'après ce qu'on comprend, en fait, c'est pas le médiateur qui trouve la solution. Ce n'est pas le médiateur qui impose la solution. Il est juste un facilitateur. Il passe la parole, il décrypte, il interroge, il regarde, il soupèse les propos, mais il n'a ni interprétation, il n'a ni jugement, il n'a ni solution toute prête, et la médiation n'est pas un miracle. L'idée de considérer que la médiation va permettre un accord à tout prix, ce n'est pas possible, puisque ce sont les personnes elles-mêmes qui trouvent leurs propres solutions en ayant simplement fait des échanges. Et alors, quelle est la différence? Alors, je vais laisser la parole maintenant à Madame Linon. La différence entre la médiation, la conciliation, ça peut paraître des termes assez proches finalement? Oui, bonjour à tout le monde. Tout d'abord, je suis très ravie d'être ici avec vous pour vous présenter effectivement la médiation et ses avantages. Alors, la médiation, c'est une démarche qui est effectuée entre deux personnes qui ont un différend à un moment donné. Ça peut être un différend au niveau de la famille, ça peut être un différend au niveau du travail, ça peut être un différend entre deux sociétés. Voilà, le domaine est très vaste. Ces personnes, lorsqu'elles sont en conflit, font appel à un médiateur qui est un tiers, qui est neutre, indépendant et impartial. Et ce médiateur va les mettre en confiance, puisque tous les échanges sont confidentiels lors de la médiation. On peut tout dire, on peut vider son sac. Voilà, on peut tous dire, rien ne sortira de la pièce où les choses ont été dites en médiation. Donc, la médiation repose donc sur le principe, tout d'abord, de la confiance, mais aussi sur le principe de la liberté. On y va librement en médiation, on n'est pas forcé. Et effectivement, lorsqu'elle aboutit, cette médiation, on a un accord qui n'est pas forcément, je vous le dis, qui n'est pas forcément conforme à la règle de droit, pas forcément conforme à la loi, du moment que l'accord trouvé entre les parties grâce à ce médiateur respecte l'ordre public. La différence avec la conciliation, c'est que la conciliation est ordonnée par le tribunal. Donc, déjà, les parties ont déjà saisi la justice. La conciliation, vous avez donc un conciliateur de justice qui est soit une personne désignée par le tribunal, soit directement le président, généralement, du tribunal d'instance.
Et la solution qui va être dégagée, s'il y a une solution qui est trouvée lors de la conciliation, est une solution qui va respecter le droit, qui sera conforme à la règle de droit, même si la solution respecte le principe de l'équité. Et donc, la différence avec la médiation et la conciliation, c'est que la médiation apporte une solution beaucoup plus globale, laquelle repose sur la liberté et la confidentialité et la loyauté. Et la solution que vous allez dégager en médiation ne sera pas forcément une solution qui va respecter le droit. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, parce qu'il faut être concret. Vous avez deux personnes qui s'affrontent, par exemple, en droit du travail, un employeur, un salarié, qui ont un différend. L'employeur décide de rompre le contrat de travail du salarié et normalement, la solution, c'est quoi? C'est une saisine devant le Conseil des prud'hommes. Voilà, le salarié, pas content, saisit le Conseil des prud'hommes et essaye d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser des indemnités. Le Conseil des prud'hommes, qui est une juridiction, lui, devra respecter ce qu'il y a dans le Code du travail et ne pourra pas, même s'il a envie, ne pourra pas aller au-delà. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on oublie de dire qu'il y a une audience obligatoire de conciliation devant le Conseil de prud'hommes, où là, les parties sont amenées à devoir entendre débattre, un conciliateur et essayer de se concilier, ce en quoi Michel pourra témoigner. Voilà. Et donc, ce que je disais, c'est que l'avantage avec la médiation, vraiment l'avantage de la médiation, c'est que dans une juridiction, vous aurez une solution qui respectera la règle de droit, qui sera conforme au droit. En médiation, l'accord sera un accord qui va satisfaire les parties, les personnes qui ont eu recours à la médiation, et ce sont des solutions qui sont généralement gagnant-gagnant. Vous n'avez pas un perdant et un gagnant. Et la différence avec la médiation et la conciliation, c'est vraiment ce principe que les solutions peuvent être satisfaisantes pour les deux parties en conciliation, ça peut être le cas, mais ça sera une solution qui sera conforme au droit. Voilà. C'est pas obligatoire. La valeur qu'elle a, c'est que les médiés ont trouvé par eux-mêmes leur solution. Et donc, il n'y a aucune raison pour qu'ils ne l'exécutent pas. C'est-à-dire que comme la solution leur convient, les satisfait, des deux côtés, généralement, vous n'avez aucun problème d'exécution de l'accord. Mais il est tout à fait possible de demander l'homologation de cet accord au tribunal. Oui, donc en fait, la médiation aboutit à un accord écrit éventuellement. Alors, la médiation, on a dit, c'est un échange, c'est un dialogue. Les parties vont échanger. Dans le cadre d'une conciliation, les parties ont un problème bien précis de droit. Il y a déjà un contentieux. Et donc, c'est pour ça que souvent la conciliation est très encadrée et déjà très organisée par le Code de procédure civile. Alors que la médiation, on vous dit simplement, les parties vont se rencontrer. Elles doivent donner volontairement leur accord à la médiation et elles discutent. Et le médiateur facilite la discussion. Lorsque les parties trouvent un accord, comme elles ont trouvé elles-mêmes l'accord, c'est elles, dans le cadre de leur discussion, qui ont émis cet accord. Elles ont donc tout intérêt, parce qu'elles s'y sont engagées dans leur discussion, à respecter cet accord. Donc bien souvent, il n'est pas nécessaire d'homologuer l'accord. Et lorsque l'homologation de l'accord intervient, c'est que soit on estime qu'il y a besoin de l'officialiser parce qu'il y a des tiers qui n'étaient pas dans la discussion et qui seront peut-être à même à intervenir pour exécuter, soit l'accord implique une exécution sur une durée relativement longue, et à ce moment-là, cela nécessite de préserver la durée d'exécution de l'accord, et donc on voudra faire homologuer l'accord, soit l'accord implique des applications juridiques de droit, et donc à ce moment-là, effectivement, il est nécessaire parfois de fixer cet accord. Je prendrai un exemple. Vous faites un accord, alors moi je fais essentiellement du droit immobilier, et je travaille beaucoup sur du foncier, des servitudes, des problèmes de relations de voisinage, etc. Donc si par exemple l'accord intervient sur des problèmes de servitude, de droit de passage et autres, il est important parfois de faire publier un certain nombre d'actes, et donc à ce moment-là, oui, il vaut mieux parfois faire reconnaître le droit
et donc l'accord et le droit qui en découle, pour pouvoir continuer à faire les publications. Donc, c'est à ce moment-là qu'il peut y avoir des accords. Mais quand il n'y a pas d'accord, ça ne veut pas dire que la médiation a échoué. Quand il y a accord, ça ne veut pas dire que la médiation a échoué. Il peut ne pas y avoir d'accord, et pourtant, ce qui se passe, c'est que les parties qui ne se parlaient plus, où il y avait des points de vue totalement opposés, où il n'y avait strictement aucune entente pour quoi que ce soit, finalement recommencent un dialogue et n'en veut peut-être pas régler le problème du départ, mais ils vont trouver les moyens de continuer quelque chose, de continuer une relation. Et la différence, qui est en même temps un avantage et un inconvénient des deux, médiation et conciliation, c'est que les deux permettent, parce que c'est un échange, de maintenir une relation entre les parties a posteriori. C'est ça la finalité. C'est de maintenir de manière pérenne des relations humaines. C'est basé sur l'être humain, c'est basé sur l'humain. C'est pas basé sur l'obligation de respecter la loi. C'est basé sur l'humain. Ce n'est pas de vouloir absolument avoir quelqu'un qui a tort et d'avoir quelqu'un qui a raison. Ce sont des personnes qui n'arrivent pas à dialoguer, qui veulent une solution. Et la différence dans la conciliation, c'est que la décision, tout au moins la solution, va être imposée par le conciliateur. Parce que le conciliateur, lui, il est lié par la loi. Il est lié par la règle de droit. Donc il va prendre la règle de droit et dit non, mais là, vous ne pouvez pas. Les parties vont dire mais oui, mais j'ai envie. Non, là, vous. Moi, je suis conciliateur de justice, j'ai des comptes à rendre à la justice, donc vous devez respecter. Et là, il va imposer une solution. Et donc là, c'est parfois plus difficile d'obtenir quelque chose qui va perdurer. Pour imager le propos que vous avez entamé, Maître Linon, vous preniez l'exemple d'une médiation engagée entre un employeur et un salarié. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer, et je pense que ça va être intéressant, comment cette procédure se met en place? Qui est à l'origine? Le salarié, par exemple, qui juge qu'il a fait l'objet d'un licenciement abusif, par exemple, qui a la possibilité de passer, de se tourner vers le tribunal des prud'hommes et d'intenter une procédure, par l'intermédiaire d'un avocat ou pas. Dans le cadre de la médiation, sans passer par le tribunal, quel sera le rôle et comment matériellement ça se réalise? Alors, la médiation en droit du travail, effectivement, lorsque le différend est né entre le salarié, par exemple, on prend l'exemple classique du salarié et de l'employeur qui ont un différend et le contrat de travail est rompu. Alors, le salarié, effectivement, peut s'adresser soit à des associations, des centres de médiation. Alors, actuellement, nous avons une association qui vient d'être créée qui s'appelle Référence Médiation mais qui se trouve en Guadeloupe. Il y a aussi la liste des médiateurs qui a été dressée par la Cour d'appel de Basse-Terre au mois de novembre 2018. Donc les employeurs et les salariés peuvent soit récupérer les coordonnées des médiateurs se figurant sur cette liste qui est dressée par la Cour d'appel tous les ans, soit rechercher un centre de médiation, étant précisé qu'en Guadeloupe, il y a plusieurs centres de médiation qui existent. Pour Saint-Martin, je ne sais pas encore s'il y a des centres de médiation. Mais vous vous déplacez de Guadeloupe? Mais c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. La preuve en est, c'est que nous sommes là. Mais effectivement, vu que ces modes alternatifs de règlement des conflits se développent, effectivement, les médiateurs qui se trouvent en Guadeloupe se feront vraiment un grand plaisir de venir apporter leur aide ici à Saint-Martin. Donc je vous disais la liste officielle de la Cour d'appel ou sinon les centres de médiation. C'est comme par ces biais-là que les salariés et les employeurs peuvent trouver un médiateur. Maintenant, exerçant en droit du travail, je vois les avantages de recourir dans certains dossiers parce que ce ne sont pas tous les dossiers qui sont éligibles à la médiation. Voilà. Et pour les dossiers qui sont éligibles à la médiation, effectivement, ce qui est important, c'est que nous, en tant qu'avocats, parce que là c'est en tant qu'avocate, c'est qu'en tant qu'avocat, nous donnions l'information aux salariés ou aux employeurs qui nous consultent de l'existence du recours à la médiation. Et en réalité, c'est une obligation des avocats. Les avocats ont l'obligation d'informer leurs clients sur la possibilité de recourir au mode alternatif de règlement des différends. Donc, vous avez les professionnels donc, de la justice, comme je vous disais, les juridictions, les avocats vont permettre, je dirais, à la population de s'informer sur la médiation.
Alors, j'ai quand même un point, si vous me permettez, en droit du travail. Il y a des cas de figure, j'entendais tout à l'heure que la médiation n'était pas forcément prévue par les textes, de mémoire, dans le Code du travail, pour tout ce qui est harcèlement. Il est prévu par le Code du travail le recours préalable au médiateur de façon obligatoire avant d'aller en contentieux par accord des deux parties. Complètement. Alors c'est assez difficile d'imaginer un cas de harcèlement moral subi par un salarié. Et là, on lui demande effectivement de passer en médiation avant de saisir. Mais il faut l'accord des deux parties. De saisir la juridiction. Et ce recours à la médiation suppose que les deux parties, c'est-à-dire employeur et salarié, sont d'accord pour aller en médiation. Mais il n'en demeure pas moins que si derrière il y a un contentieux, on regarde d'abord qui a refusé la médiation, qui l'a proposée. Ah, tout à fait. Ça devient quand même un préalable. Alors, oui, tout à fait. Ça devient un préalable et c'est vrai, il faut reconnaître que certaines juridictions encouragent le recours à ces modes alternatifs et effectivement, lors d'audiences proprement dites, des audiences il existe des audiences où on propose, où les magistrats proposent le recours à la médiation avant que l'affaire soit tranchée sur le fond. Vous m'avez volé ma question. Je voulais juste... ma question suivante que j'allais poser aux deux magistrats en demandant à M. Cambrodet et à M. Vogel, est-ce que dans vos juridictions, alors j'allais dire pour M. Vogel dans le cadre du droit du travail, mais pour vous, M. Cambrodet, est-ce qu'il y a un automatisme justement dans certains litiges qui vous semblent être par nature destinés à une médiation? Est-ce que l'instance le propose? Bon, bonjour quand même tout le monde. Voilà, je voudrais d'abord vous dire que le juge n'intervient que si on le déclenche. Et on le déclenche avec une déclaration au greffe ou une assignation. Autrement, il faut concevoir qu'il y a deux sortes de médiation. Il y a la médiation conventionnelle et la médiation judiciaire. La médiation conventionnelle, c'est exactement la médiation dont font état mesdames Calonne et Lien, qui sont des médiations post-juridiction, post-instance. Une fois que vous avez déclenché une instance par une assignation ou une déclaration au greffe, le juge est saisi, mais le juge maintenant, avec la nouvelle loi qui a été votée le 23 mars dernier, 2018-2022, doit, et c'était déjà prévu auparavant par les articles 56 et 58 du Code de procédure civile, doit provoquer une médiation ou proposer une médiation. Alors, comment ? C'est-à-dire que c'est un préalable obligatoire. Alors, si vous refusez une médiation, on va à l'instance proprement dite, c'est-à-dire le juge va trancher en droit et sans faire appel à autre chose que le droit, quoi, je veux dire. Mais est-ce qu'il aura un préjugé? Non, pas forcément. Non, je veux dire, on ne peut pas avoir préjugé. Parce que on demande aux gens, est-ce que vous voulez vous entendre? Est-ce que vous voulez un médiateur pour régler votre conflit? Parce que, par exemple, on sent qu'il y a quelque chose qui est sous-jacent, c'est un conflit familial, un conflit qui est plus intérieur que l'apparence que les gens ont ou démontrent sur le papier. On fait une déclaration au greffe parce qu'on se dit, tiens, je vais le convoquer à l'audience et puis comme ça, on va régler le problème. Parfois, c'est vrai, on pourrait régler le problème autrement. Et c'est là qu'il est intéressant de faire appel à un médiateur. Alors, suivant la loi, on peut dire aussi qu'il y a une confusion, médiation, conciliation. La conciliation, je vais vous le dire, elle recherche une solution. Le conciliateur, que ce soit juge ou une tierce personne, une personne qui s'appelle conciliateur de justice, recherche une solution à apporter au litige juridique. Que le médiateur, lui, va rechercher à faire en sorte que les gens se rapprochent, que les gens fassent ressortir leurs problèmes de fond. C'est plus une approche psychologie et humaine, le médiateur, qu'une approche juridique. Et il faut que les gens arrivent à se concilier pour pouvoir après régler leurs problèmes. Et là, c'est l'idéal, parce que à ce moment-là, si on arrive à se rapprocher et à régler son problème, en amont de toute démarche judiciaire,
l'avantage, c'est que vous arrivez à faire quelque chose qui soit pérenne. Or, la justice, si elle n'est pas dans cette démarche-là, si vous avez une déclaration au greffe ou une assignation pour convoquer quelqu'un purement et simplement pour faire valoir vos droits, alors bien sûr, sous certaines conditions, il va y avoir un jugement qui va trancher, qui va pas forcément satisfaire. D'ailleurs, dans tous les cas de figure, ça ne satisfait pas l'un, ça satisfait l'autre. Mais c'est peut-être pas forcément la meilleure solution. On en est conscient, nous les juges. On est conscient que l'idéal, ça serait d'apporter une solution qui soit autre que de trancher le couperet. Oui. Donc c'est vrai qu'on a et c'est ce que je vous ai marqué dans ma diapo d'introduction, la médiation judiciaire, disait Guy Canivet, le premier président de la Cour honoraire de la Cour de cassation, il disait c'est une conception moderne de la justice. Et ça a été renforcé par la nouvelle loi de justice de 2018-2022. On va vers une augmentation, une orientation de plus en plus du contribuable, du citoyen, vers une médiation. Et une médiation, alors il faut qu'elle soit conventionnelle, c'est-à-dire avant que la justice soit saisie, et ça c'est l'intérêt des médiateurs. Ils peuvent être avocats et médiateurs. L'avantage c'est qu'ils pourront vous conseiller aussi. Et après il y a la médiation judiciaire, et là c'est le rôle du juge de dire bon ben ça suffit, vous n'avez pas pu vous entendre avant, maintenant moi je vais reprendre les rênes, je vais soit désigner un médiateur, ou vous allez me proposer un médiateur. On reprend l'affaire, mais je veux dire, il n'y a pas d'a priori. Le but essentiel, c'est que les gens arrivent à s'en sortir avec quelque chose qui leur convienne à chacun, voilà. Ah, justement, gros avantage de la médiation, c'est que le juge va rendre une ordonnance pour désigner un médiateur, et à ce moment-là, le délai c'est 3 mois. C'est comme ça, c'est pas autrement, c'est 3 mois. Et c'est renouvelable une seule fois, et vraiment pour des raisons où le médiateur se rapproche du juge, parce qu'il est toujours en contact. Le juge ne se mêle plus de la médiation. Le juge désigne le médiateur, mais il ne s'en mêle plus. Le médiateur, c'est quelque chose de très confidentiel. Il va vous entendre, il va prendre vos doléances, il va rechercher ce qui ne va pas, mais c'est extrêmement secret. Et c'est extrêmement secret. Même le juge n'a pas connaissance. Il n'y a qu'un cas où le juge peut avoir connaissance du résultat de la médiation, c'est si vous demandez l'homologation de cette médiation. Mais si vous ne demandez pas l'homologation de la médiation, ça reste quelque chose de secret. Et le médiateur a des obligations de droit pour en arriver là. Qu'est-ce qui réglemente justement ces obligations ou la déontologie? Le code de procédure civile. D'accord, mais dans ce cas, est-ce que c'est la déontologie, je veux dire, de l'ordre des avocats qui s'applique? Non, c'est même pas. Non, c'est le code de procédure. C'est le code. Il y a une autre réglementation pour les médiateurs, oui. Voilà. Maître Calonne. En fait, alors je voulais revenir légèrement sur la conciliation-médiation. Une des particularités, c'est que vous choisissez votre médiateur, vous ne choisissez pas votre conciliateur. Le conciliateur de justice, donc comme je disais, est encadré. Soit il est désigné par le juge, soit vous avez également des conciliateurs de justice en dehors de tout procès, mais qui existent sur une liste. Ce sont des personnes qui prêtent serment, qui sont affiliées au tribunal d'instance, qui sont sur une liste, mais pareil, ils doivent absolument veiller à ce que le droit soit appliqué. Donc vous avez des gens qui disent bon ben il y a une conciliation de justice qui fonctionne sur 2-3 communes. Il y en a un sur Saint-Martin qui doit faire Saint-Martin-Saint-Barth. En Guadeloupe on en a sur 2-3 communes, mais ils sont affiliés, ils ont prêté serment et ils sont rattachés au tribunal d'instance et ils rendent des comptes au juge du tribunal d'instance. Donc quand ce n'est pas le juge lui-même dans le cadre d'un procès qui fait la conciliation, il va désigner, il y aura un conciliateur qui sera désigné et qui travaille en mairie. Ça, c'est une conciliation de justice. Lorsque vous êtes au prud'homme, la conciliation, c'est inclus dans la procédure prud'homale. Donc, c'est fait par les juges de la procédure prud'homale. Mais le choix du médiateur, non mais je reste et je vous réponds ensuite sur la suite. Sur le choix du médiateur, le médiateur, c'est un professionnel, c'est un tiers. Il est professionnel. Pourquoi ? Parce qu'il est payé. Il aura une rémunération, mais il est tiers, c'est-à-dire qu'il ne rend pas de compte
sur le fait qu'ils doivent rendre la justice. Il n'a pas de nombre de décisions à rendre, il n'est pas tenu par une obligation de résultat. Son obligation, c'est de respecter l'engagement de confidentialité et qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. C'est-à-dire qu'il doit pouvoir être en mesure de dire aux parties, voilà, je n'ai pas d'intérêt particulier à ce que vous trouviez un accord. Ce n'est pas, je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre. Et tout ce que vous dites à l'intérieur, c'est-à-dire pendant nos séances, soit en direct, soit vis-à-vis de l'une des parties, soit lorsque toutes les parties sont ensemble, ce qu'on appelle la session plénière, ce sera tenu confidentiel. Alors, justement, ça me permet de faire la transition, puisqu'on a quand même... Oh, Ah, pardon. Alors, ce sont les parties. À égalité, où il y en a... Ça dépend. Ça dépend de l'intérêt. Vous pouvez être à égalité au départ, vous pouvez être 70-30, 60-40, ou 100% l'une des parties, parce qu'elle aura plus les parties. C'est ça l'intérêt. C'est-à-dire que les parties décident du choix du médiateur, elles décident de la durée de la médiation, du coût de la médiation, et elles décident de la manière dont ça peut se passer, c'est-à-dire soit tout le monde est ensemble, on discute tout ensemble, tous autour d'une table, on dit mais moi je ne veux pas voir l'autre, je veux d'abord discuter avec le médiateur, et soit le médiateur fait ce qu'on appelle des apartés, c'est-à-dire qu'il discute d'abord avec une partie, puis il va aller discuter avec une autre, et il va permettre les échanges ainsi. Alors justement, pour faire intervenir Michel Vogel, pour avoir une image du tribunal des prud'hommes, et j'ai envie de dire plus largement de la procédure prud'homale, pour rester un peu pratique et puis imaginer le propos pour les néophytes comme moi, en prenant l'exemple de Maître Linon, d'une médiation, et comme le disait monsieur le juge, conventionnelle avant toute procédure judiciaire. Comment le vice-président du tribunal oriente deux parties, un employeur, un salarié, vers une médiation conventionnelle. Elle ne sera pas conventionnelle, elle sera judiciaire. Voilà. Ou judiciaire. Elle sera La judiciaire. conventionnelle est avant la saisine du juge. Voilà. La médiation conventionnelle, on pourra effectivement au Conseil des prud'hommes l'agréer, et la convention et la judiciaire, elle sera automatiquement appréciée et retenue par le CPH. Donc, mais par contre, nous, déjà, la convention et la médiation font déjà intégrantes. La conciliation, chez nous, elle est intégrée déjà dans le Conseil des prud'hommes. Elle fait déjà Première audience. La première audience est obligatoirement. Donc, automatiquement, il y a déjà. Conciliation, c'est une conciliation. C'est une conciliation. Voilà, donc elle est déjà chez nous d'un usage courant. Phase obligatoire. Et donc on n'a pas de souci à ce moment-là. Donc la médiation, pour l'instant, elle n'est pas encore à l'usage, en tout cas sur la Basse-Terre. Nous, on est plutôt pour. Il ne faut pas oublier que les conseillers sont des conseillers bénévoles. Donc à la limite, mieux oui, dans un premier temps. Et puis ensuite de ça, comme me disait monsieur le juge, c'est qu'en fait, l'intérêt, c'est que la satisfaction des deux justiciables. Voilà. C'est ça l'intérêt. C'est pas de sortir en disant j'ai gagné ou j'ai perdu. L'idée, c'est quand même que la justice soit rendue dans l'intérêt des deux, au mieux des intérêts. On comprend à la fois les propos de monsieur le juge et ce que vous venez de dire, monsieur Vogel. Monsieur le juge disait la médiation doit être conventionnelle avant toute médiation judiciaire ou conciliation. Dans le cas d'espèce, on a un employeur et un salarié, licenciement abusif, coût moyen, peut-être une bêtise, mais coût moyen 30 000 € après un jugement pour un employeur. Quel est l'intérêt pour l'employeur, sachant qu'il a à peu près une image pour un employé moyen de ce que ça va lui coûter? Quel est l'intérêt de répondre favorablement à la proposition d'une médiation judiciaire dans ce cas-là, alors qu'il sait quasiment où est-ce que ça va se terminer? Et quel serait l'intérêt pour le salarié d'accepter une médiation, alors que dans la plupart des cas, le tribunal des prud'hommes, donc c'est plus un préjugé, est plutôt favorable au salarié qu'à l'employé? Pas toujours. Pas toujours. Pas toujours. Alors là, moi, là je témoigne. Pas toujours. Pas toujours. Non. Alors. Je vais prendre un autre exemple justement pour faire intervenir Maître Linon et opposer vos deux avis. Je prends l'exemple d'un employeur et d'un salarié où le tribunal des prud'hommes est dans 90% des cas favorable aux salariés. Un licenciement, moi mon expérience d'employeur, un licenciement qui est mis en cause. Tout dépend si ça a été géré en amont. Je jette un pavé exprès. En général, je sais que si ça finit au prud'homme, au bout d'1 an ou 2 ans, ça va me coûter 30 000 €. Un licenciement qui est jugé abusif ou non conforme à la réglementation, non respect de l'envoi du courrier, Heureusement etc. pas. Et maintenant, je prends un autre exemple familial. Donc, vous en avez pris un exemple tout à l'heure, Maître Linon. Un couple,
qui souhaite se séparer, qui souhaite passer plutôt par une médiation, où il y a un accord préalable de partage du patrimoine, mais par contre, pas un désaccord, mais une discussion sur la garde des enfants. Quel est l'intérêt pour l'épouse qui pense que, traditionnellement, dans l'us et coutumes, le jugement sera plutôt favorable au sexe féminin qu'au sexe masculin? Maintenant, je demande aux juges comme aux avocats ou aux médiateurs de me dire quel est l'intérêt pour les deux parties de s'orienter vers une médiation quand l'us et coutumes ne leur est pas favorable, ou favorable justement. Alors, l'intérêt de... voilà, je vais laisser la parole. Non, je t'en prie, vas-y. Alors, sur Monsieur Vogel, déjà sur le Conseil du prud'homme, puisqu'on a commencé sur le Conseil du prud'homme avec un stéréotype d'un pavé dans la mare. Voilà, c'est de mettre des pavés dans la mare. Bon, alors, voilà. Alors, moi c'est un petit peu ce qui a été dit précédemment. On revient toujours à une discussion qui est une négociation et une meilleure connaissance des reproches que chacun peut se faire. À partir du moment où on met tout sur la table, on a une plus grande facilité à comprendre ce que dit l'adversaire, puisque dans ces cas-là, il y a une obligation de bagarre. Et donc, l'idée de se mettre l'un en face de l'autre, d'accepter d'entendre la partie adverse, qui va donc peser de tout son poids toutes les reproches qu'elle peut faire, ça permet aux deux parties de purger, on va dire, l'abcès qu'il peut y avoir et de soulager peut-être un certain nombre de demandes qui sont souvent plutôt financières qu'autre chose. Je parle là dans le droit du travail. Je pense que dans les familles, c'est un petit peu différent puisqu'il y a en plus un aspect sentiment. Donc, mais encore une fois, je pense que la médiation est un pas de plus dans l'amélioration de la justice. Moi, au sein du Conseil, j'y serais plutôt très favorable. Est-ce que je peux me permettre d'ajouter, puisque j'ai l'habitude d'être devant cette juridiction-là, est-ce qu'on peut considérer que l'audience de conciliation ne peut pas laisser le temps aux parties, justement, de se sentir à l'aise et de dire tout ce qu'elles ont sur le cœur? Alors peut-être que la médiation leur laissera ce temps et cette confidentialité, au-delà de ce qu'on a expliqué. Mais on va donner un exemple. En droit du travail, par exemple, un salarié, le patron va passer, va pas lui dire bonjour. C'est pas ça qui va ressortir dans le contentieux. Dans le contentieux, il va essayer de le régler en argent, dans le cadre peut-être d'une frustration. Et peut-être que dans le cadre de la médiation, il va expliquer que l'élément déclencheur, ça a été que l'employeur est passé devant lui, ne lui a pas dit bonjour, et du coup, il a gardé un espèce de ressenti qui a mûri et qui va se retraduire en argent. Alors peut-être que, en tout cas, moi je peux parler que du Conseil de prud'homme. Le Conseil de prud'homme, malheureusement, il y a des temps impartis, en tout cas au niveau des audiences, et c'est un peu plus compliqué d'arriver à mettre les parties en confiance, et d'avoir vraiment toutes les circonstances. Donc là, on voit vraiment, en tout cas sur l'audience de conciliation prud'homale, la distinction entre la médiation et la conciliation, au-delà du rôle des personnes qui orientent cela. Alors, je suis désolé, je vais rester pédagogique, c'est notre rôle à la Chambre des commerces, et je vous repose ma question, monsieur le vice-président du tribunal des prud'hommes, et à vous, monsieur le juge, et je repose à vous deux maîtres, quel est l'intérêt, dans le cadre de l'exemple de l'employeur, du salarié et de l'employeur, dans le cadre d'un litige prenons l'exemple d'un licenciement abusif, ou jugé abusif, ou non respectueux de la procédure d'organisation, quel est l'intérêt pour le salarié qui pense a priori qu'il serait gagnant de la procédure? Quel serait l'intérêt pour une épouse qui penserait que de toute façon la garde des enfants lui serait accordée d'office? Non, parce que vous partez avec un avis déjà défavorable. Alors, est-ce qu'on ne peut pas parler d'interprétation? Oui. D'interprétation du droit. Est-ce qu'on ne peut pas dire... J'ai pas entendu, Bulette. Alors, justement, est-ce qu'on ne peut pas parler justement de peut-être l'aléa de l'interprétation du droit par le juge? Peut-être. En tout cas, le droit du travail est mouvant, notamment. Nous, on est 4. Il ne faut pas oublier qu'en délibéré chez nous, la question que je pose, monsieur Cambronnet et monsieur Vogel, c'est quel argument, de façon factuelle, quel argument, au-delà de ce que vous avez déjà expliqué, monsieur Cambronnet, c'est-à-dire expliquer qu'il y a la partie du litige, le fond du dossier, et puis, ce que vient de dire monsieur Vogel, il y a la partie psychologique, la charge émotionnelle qu'il y a entre un employeur et un salarié. Comment est-ce que vous allez l'amener à accepter l'échange, à accepter ce que disait Maître dans la partie psychologique, d'être un petit peu dans un confessionnal quelque part, et de pouvoir se dire les choses? Je vais vous dire. Déjà,
le problème que vous soulevez relève du droit du travail. Le droit du travail, c'est le conseil des prud'hommes. Oui, Donc oui. c'est un problème que je ne verrai jamais à l'instance. Oui. Donc au tribunal d'instance, on n'aura jamais ce genre de problème. Le seul problème où on oblige une conciliation, nous, c'est quand il y a une saisie des rémunérations. La saisie des rémunérations impose obligatoirement une conciliation entre les personnes. Voilà. C'est le seul cas. Après, tout ce que vous dites là, moi, je n'ai jamais vu, pour la bonne raison que je ne suis pas juge au prud'homme. Ça concerne exactement M. Vogel, vice-président, et éventuellement les avocats. Voilà. Mais j'en reviens toujours à dire qu'il vaut mieux faire une médiation avant toute chose, avant d'arriver à aller à la justice, au-devant de la justice. Le concept est différent, voilà. Et même entre un employeur et son employé, je pense qu'une médiation préalable avant toute chose, et là je vais laisser, je pense, la parole à maître Linon, qui m'avait sorti un exemple extraordinaire. Et je pense que voilà justement le principe même de base de la médiation. Je vous laisse, maître Linon, si ça ne vous dérange pas. Je vous remercie. Je vous dirais, on est mieux servi que par soi-même. La médiation, voilà. On arrive, lorsque la médiation aboutit, l'accord est l'accord des parties. Ce sont eux qui ont trouvé leur accord. Donc, on est mieux servi que par soi-même. Une décision de justice est prise par une autre personne qui est différente des parties en présence. Donc, c'est vrai que moi, j'aurais tendance à dire, la médiation, en tout cas, je conseille la médiation à mes clients lorsque le dossier s'y prête, en leur disant tout simplement, vous préférez quoi ? Trouver la solution par vous-même avec la partie qui se trouve en face de vous, ou vous préférez laisser, avec l'aléa judiciaire qui existe, vous préférez laisser la solution, que la solution soit trouvée par une autre personne qui aura interprété vos deux histoires. C'est ça la médiation. La médiation, les gens, les parties, la population, tout le monde s'approprie cet outil pour trouver sa solution. C'est vraiment ce qui est la modernité de la justice, c'est vraiment ce pas en plus, c'est-à-dire de redevenir maître de ce processus, tout simplement. Voilà. Pas de micro, fort, alors. Toujours. Donc, c'est tous les 2 ans? Oui, toutes les années, ça change. Et puis, ce sont des magistrats élus, et il y a le juge départiteur, vraiment, au bout du bout, on n'arrive pas, et donc vous faites appel à un magistrat professionnel. Mais l'origine, au début, il y a une audience de conciliation. Tout à fait. Il y a une audience de conciliation, ensuite, il y a une audience de jugement. Après, si ça coince vraiment, il y a Tout à fait. Donc, la médiation dans le droit du travail, vous la mettez avant l'audience de conciliation. Alors, soit en conventionnel avant, Voilà. soit dorénavant, elle peut intervenir après. Alors, j'entendais les médiateurs qui me disaient que ça pouvait dépendre du sujet. Pour moi, pour ma formation de juriste, je trouve qu'il faut que ça soit clair et que les gens puissent savoir où on met la médiation. Alors, à tout moment de la procédure. C'est-à-dire que la médiation peut intervenir hors toute saisine de la juridiction, c'est la médiation conventionnelle. Mais la médiation peut être décidée au moment où le tribunal a été saisi, et notamment pour le Conseil des prud'hommes. Les conseillers des prud'hommes peuvent décider d'envoyer le dossier en médiation alors que l'affaire se trouve au niveau du bureau de conciliation et d'orientation. Ils peuvent également décider d'envoyer le dossier en médiation lorsque l'affaire sera évoquée devant le bureau de jugement, c'est-à-dire pour la plaidoirie. Et ils peuvent également, en fonction des débats qui auraient lieu pendant la plaidoirie, décider d'envoyer encore le dossier en médiation alors que l'affaire est en cours de délibéré. C'est-à-dire que la médiation peut intervenir de la naissance du litige jusqu'à la fin de la procédure. C'est que cette
Alors, pas des salariés non. en médiation avec un employeur, mais il y avait à un moment donné, il faut que leur relation professionnelle soit réglée. En fait, la médiation c'est un peu ambigu comme situation. C'est pour ça qu'on a du mal à être clair. Parce qu'en réalité, la médiation va intervenir à la fois sur des notions de conflit, puisque là, jusqu'à présent, on parle de conflit, de procès. Donc, qui dit procès, c'est deux positions antagonistes, deux positions qui s'opposent. Il y en a un qui dit, voilà, vous pouvez recevoir telle chose, l'autre qui dit, mais moi, je veux telle chose. Donc, vous avez deux situations opposées, contraires, qui s'affrontent. Et, par principe, dans notre fonctionnement social organisé et dans un cadre de procès, on considère qu'il va y avoir un qui va avoir raison, parce qu'il va obtenir ce qu'il voudra, et l'autre qui va avoir tort, parce qu'il n'aura pas ce qu'il voudra. Ça, c'est le côté binaire, les deux côtés normaux, c'est-à-dire enfin, dans une manière de fonctionner socialement aujourd'hui. Ce qu'on essaie de faire passer par la médiation, c'est de vous dire, voilà, il n'est pas nécessaire qu'il y ait deux situations profondément antagonistes. Parce que vous pouvez très bien avoir deux situations qui sont en apparence antagonistes. On considère que le conflit, en général, n'est que le point émergent d'un iceberg, qui est un problème relationnel, qui est un problème de malentendu, d'absence de dialogue, de difficulté. Le point sur parce qu'il n'a pas dit bonjour et parce que l'employeur aura mal interprété les raisons pour lesquelles le salarié aura eu un mouvement d'humeur, aura entraîné toute une cascade de situations conflictuelles qui peut aller au point que le salarié va refuser d'exécuter des ordres ou va se saboter le travail, ne plus adhérer au contrat social qu'est l'entreprise pour arriver à une situation telle qu'il va devoir y avoir rupture du contrat de travail. Et lorsqu'il ira devant le juge, il ne va vouloir régler que la rupture du contrat de travail. Et l'employeur, il aura beau jeu d'expliquer devant le juge que moi, je ne veux pas payer ces sommes parce que mon salarié, il me pourrit la vie depuis 3 mois, 4 mois, 2 ans. Et le salarié, il lui dit, mais moi, je veux ces sommes parce que l'employeur, il m'a fait ça depuis 3-4 ans. Mais le juge, il va dire, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai un texte qui me dit ça, j'ai un texte qui me dit ça, j'ai un texte qui me dit ça, vous avez tel type de contrat, vous êtes dans tel cadre, vous êtes tel tout, vous avez telle convention collective, vous avez le droit, vous n'avez pas de convention collective. C'est ça la situation. Donc, vous avez un juge qui va trancher de manière qu'il va vouloir être objectif. Il va vouloir apprécier des faits de manière objective. Il va interpréter les faits au regard des textes de loi. Il va être encadré dans sa décision par des textes de loi et il ne pourra pas s'en sortir. Or, les parties, elles veulent, oui, un respect de la loi. Mais dans le respect de la loi, il y a le mot respect. Et elles veulent d'abord un respect de chacun dans sa fonction. Et c'est ce respect-là que les gens ont parfois intérêt à rechercher dans la médiation et à obtenir dans la médiation. Enfin, je voudrais juste ajouter qu'en tant que magistrat, on juge aussi en équité. Donc on est ravis non seulement d'avoir des textes de loi appliqués, mais en plus d'avoir un accord. Et je vous prie de croire que s'il y a un accord qui sort de la médiation, on le met dans nos jugements. Et au niveau des affaires familiales, c'est la même chose. Et la médiation en affaires familiales est fondamentale parce qu'on laisse aux gens le temps de régler, d'être responsables, c'est-à-dire de récupérer leur affaire à eux. C'est exactement ce que vous disiez. Et donc, ils réfléchissent. Très souvent, en JAF, on peut dire, mais enfin, c'est quand même pas à nous de régler si votre petite fille va venir le mercredi après-midi ou le vendredi après-midi. Voilà. Donc, mais là, on a maintenant une obligation dans les textes de renvoyer à la médiation. Et l'accord qu'on a, on l'intègre. Comme on a une obligation à la médiation... Et c'est pour ça que je voulais rajouter, à mon propos tout à l'heure, je remercie Madame la Présidente du tribunal d'instance d'être là, je voulais rajouter que la médiation judiciaire, ne pas confondre avec la médiation conventionnelle, la médiation judiciaire peut se faire à tout moment de la procédure, de l'instance, jusque, comme disait Madame Linon, jusqu'au délibéré. Pendant le délibéré, les parties peuvent très bien dire on a trouvé un moyen de faire une médiation. Voilà. Donc vous pouvez intervenir à n'importe quel moment de l'instance et dans n'importe quelle juridiction.
Ça, c'est important. Dans n'importe quelle juridiction, que ce soit en référé, à l'instance, en appel, vous pouvez toujours intervenir dans la médiation judiciaire et à n'importe quel moment de l'instance. Le juge peut très bien dire, ou les parties peuvent très bien dire, eh bien écoutez, monsieur le juge, on a trouvé un moyen de s'entendre et on voudrait prendre un médiateur parce que on pense que effectivement le conflit va s'éterniser et à ce moment-là, eh ben le juge dit bon ben on va engager une médiation, voilà. Mais oui, pour rebondir, on peut tout à fait concevoir qu'il y ait un jugement qui donne 50% gain de cause à l'un, 50% de gain de cause à l'autre, que pour éviter d'aller en appel, ou en tout cas en faisant appel à titre conservatoire, les parties décident de se rassembler dans le cadre d'une médiation pour se dire, bon, on s'est fait du mal, en tout cas on s'est fait voir qui avait le pouvoir, maintenant on va mettre sur la table la vérité et on va essayer de vraiment trancher notre difficulté à fond. Voilà. Par exemple, j'ai un cas concret, je veux dire, c'est un cas comme beaucoup. J'avais un problème de baux d'habitation sur 2 parties à Saint-Barth. Ça a traîné pendant 6 mois. Et puis, à un moment donné, les avocats m'ont dit, monsieur le juge, on a trouvé une médiation, on voudrait la faire homologuer et on se désiste. Et c'est parfait. Là, c'est la meilleure des solutions. Parce que la justice, elle a plus qu'à entériner. Oui. Donc on entérine un accord entre des parties. Alors bien sûr, on veille, puisque comme on homologue, on veille qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit lésé par rapport à d'autres. Oui. Mais là, en général, les gens jouent le jeu, surtout quand ils ont des conseils, comme les avocats. Donc c'est sûr que chacun fait attention à ses droits et à ses devoirs. Mais là, nous, le rôle du juge s'arrête au fait de voir qu'il n'y ait pas quelqu'un qui ait plus de pouvoir sur l'autre et qui ait plus d'emprise. Mais autrement, on homologue. Et là, c'est extraordinaire parce que les gens ont vidé leur sac, ont trouvé un terrain d'entente, on apporte une solution et ça, c'est pérenne. C'est pérenne. Et là, je suis content parce que sur Saint-Barth, j'en ai eu un cas et il n'y a pas longtemps sur Saint-Martin aussi. Donc, vous voyez, on peut considérer que la médiation est complémentaire. Exactement. Avec vous. Oui. Oui. Bon, c'est bien, mais... Bulent. Oui, mais bon. Alors, moi, je suis curieux de savoir quel est le niveau de formation d'un médiateur, comment on les choisit, comment on le devient, et est-ce qu'il existe en différentes... alors là, je laisse la parole au médiateur. La question est posée. Je voudrais connaître le métier, quoi. Alors, tu veux te reconvertir? Le métier est ouvert à tous. Nous avons fait 200 heures de formation dans le cadre d'une université. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'au départ, les avocats ont une obligation de formation continue de 20 heures par an. Et l'école de formation des avocats a passé un accord avec l'Institut catholique de Paris. Alors, ça n'a rien à voir avec l'aspect catholique religieux, hein, c'est totalement... En dehors, c'est une université qui, elle, a un institut qui s'appelle IFOMEN et qui forme aux médiateurs sur toute la France. Et donc, ils nous ont formés. On a fait 200 heures pendant 1 an et demi, à peu près, de formation. La formation se termine par un diplôme universitaire premier niveau. Et ensuite, on a eu un DU2, deuxième niveau. Et nous sommes astreints, maintenant que nous sommes formateurs et diplômés, médiateurs et diplômés, à être formés, à avoir une formation continue permanente de 40 heures par an sur la médiation. Il n'y a pas de prérequis. Le prérequis, en fait, s'exprime par l'expérience professionnelle de la relation humaine. Alors pourquoi justement vous verrez qu'il y a beaucoup d'avocats aujourd'hui qui sont médiateurs? Parce que nous considérons, et je m'y mets vraiment nous au sens général quand vous lirez, vous verrez que nous considérons que les avocats et beaucoup d'autres professions, et il y a des chefs d'entreprise qui sont médiateurs, il y a des psychologues qui sont médiateurs, il y a des enseignants qui sont médiateurs, il y a des juges qui sont médiateurs, il y a également un certain nombre de... j'allais dire en fait de coach ou de consultant, en fait toute personne qui a eu à l'occasion de son métier de développer un intérêt particulier pour l'être humain, pour l'autre et la relation humaine. C'est ça la médiation. C'est la possibilité de trouver que l'être humain
c'est le cœur même de notre système de société. Que vous soyez en entreprise, que vous ayez une relation familiale, que vous ayez une relation de travail simplement, une relation associative, une relation de voisinage, une relation de père à mère, une relation simplement d'individus dans notre cadre de vie, c'est d'abord et exclusivement une relation humaine. Et ce qui permet d'avancer, de fonctionner, qui est le socle du contrat, c'est l'entente. Il faut que nous nous entendions, il faut que nous dialoguons, il faut que nous discutions. Et lorsque nous avons des différends, que nous prenions conscience que ces différences naissent bien souvent de malentendus, que nous faisons beaucoup d'interprétations et que ces différences sont à la fois des malentendus fondés sur de l'interprétation, mais des interprétations d'émotions. Nous mettons nos émotions, nous mettons notre récit familial, nous mettons notre passé dans ce que nous croyons être un mauvais comportement de l'autre et nous voulons rechercher chez lui d'autres choses. Et c'est ça le conflit, lorsque nous arrivons au conflit. Et c'est pour ça que la médiation peut s'exercer à tout moment et en dehors de conflit. Et il existe un certain nombre de médiations qui sont en dehors de tout conflit. Alors je vais vous donner 2 exemples, qui sont les médiations de chantier et les médiations de projet. Il existe ce qu'on appelle des médiations de chantier. Vous êtes une entreprise, une collectivité territoriale. Vous devez faire un chantier qui va affecter durablement un quartier. Donc ça va remettre en cause la vie des commerçants, ça va remettre en cause la vie des habitants, ça va remettre en cause une autre collectivité qui devra passer par des contraintes particulières pour satisfaire à ses obligations de service public, etc., etc. On peut rallonger. Et ce chantier, pour qu'il soit mené, il faut que les gens s'entendent. Or, en règle générale, celui qui fait le chantier ou celui qui a décidé, le donneur d'ordre, va rester sur son projet. Donc l'idée, c'est qu'il va y falloir, comment dirais-je, faire une rencontre avec tous pour organiser et faire un lien, faire le liant, comme on dit, faire le fameux lianage en créole, pour pouvoir faire en sorte que tout le monde va s'entendre sur la durée du chantier, la manière dont ça va durer, quels sont les besoins, quelles sont les valeurs de chacun, comment cela peut se faire. Et ça se fait par une médiation. Et vous avez une commune qui s'appelle, je crois que c'est Grenoble, qui a, sur un chantier très très important, a nommé un médiateur pour pouvoir faire ce fameux lien entre toutes les personnes qui étaient concernées par le chantier pour éviter les conflits et les procès. Vous avez un deuxième type de médiation, et je vais terminer. C'est la médiation, je vais parler de la médiation de chantier, la médiation de projet. On est dans le cadre d'entreprise. Vous avez 2 associés ou 2 personnes qui veulent s'entendre pour monter un projet, quel qu'il soit, start-up, n'importe quoi. Et chacun parle, chacun commence à parler de son projet. Mais vous savez, quand nous parlons tous au quotidien, nous utilisons des clichés, mais nous avons toujours l'impression que l'autre parle le même langage que nous. D'ailleurs, en règle générale, et c'est très courant maintenant, on termine la phrase par voilà. On commence sa phrase, on ne la termine pas vraiment, et puis on dit voilà. Donc on considère que l'autre a compris, parce qu'on parle la même chose. On a fait des études supérieures, ou l'on n'a pas fait des études, mais il a un bagage technique, mais il comprend ce que je veux faire, il comprend ce que je veux dire. Et au fur et à mesure que le projet se monte, eh ben, c'est évident qu'on est sur la même longueur d'onde. Eh ben, parfois, ce n'est pas si évident que ça. Et donc parfois, pour que le projet, surtout quand il y a de l'argent en jeu, des projets en jeu, des investissements financiers en jeu, eh bien, il est parfois important de se rencontrer, surtout lorsque ça met parfois aussi en balance la vie familiale, la vie privée. Et donc, il faut pouvoir en discuter. Et qui est-ce qui permet d'avoir une vraie discussion ? Eh bien, c'est parfois le médiateur, parce que lui, il est facilitateur, et il va comprendre que quand vous utilisez tel et tel mot, ben, c'est peut-être pas ce que vous vouliez dire. Et c'est pas forcément ce que l'autre a entendu. Et que pour pouvoir arriver à ce que vous voulez, quels étaient vos besoins, quelles étaient vos valeurs, quels sont vos points communs. Et ça, c'est la médiation qui le permet. Pour suivre et je remercie Maître Linon de nous avoir emmenés dans cette direction-là sur le côté pragmatique et M. Cambaudet également. Cette salle a fait l'objet de plusieurs débats. Alors depuis Irma, il y a eu beaucoup de choses qui ont été organisées ici. Et je pense que Madame la Présidente du TI, je crois que vous étiez présente lors de la présentation du PPRN. Enfin, j'ai cru. Là, il n'y a pas très très longtemps, quand le secrétaire général, M. Michael Doré, a présenté le plan de prévention des risques naturels. Suite à cette présentation, j'ai envie de dire comme il y a quelques années lors de la présentation du futur PLU, il y a eu un aspect psychologique et de tension, et c'est ce que vous disiez, monsieur le juge, tout à l'heure, extrêmement important,
avec une absence de compréhension. C'est-à-dire que les gens n'avaient même pas connaissance du texte ou de ce qui allait s'appliquer. On parlait de zone rouge, de zone bleue, de zone verte, etc., mais sans savoir si c'est à la BO, si c'est à Benettley, si c'est ceci, etc. Un a priori, et on pourrait prendre un exemple dans le cas d'un divorce, où il y a un a priori, on passe de l'amour à la haine ou au désamour. Là, on a un texte dont les gens ne connaissent pas la teneur, puisqu'il n'aura pas été présenté, il n'a pas été publié, mais il y a un a priori d'opposition. Est-ce qu'on peut imaginer... Alors, par contre, il y a une chose que je ne comprends pas techniquement, on parlait de confidentialité. C'est-à-dire que l'éthique de la médiation était basée sur la confidentialité. Dans le cas d'espèce de la médiation de chantier, en prenant l'exemple du quartier, et je prendrai deux exemples, celui-ci et un autre, quid de la confidentialité des propos ? Alors, si à partir du moment, par exemple, je prends, et il va y avoir des gens ici, je vois un sourire tout à l'heure là-bas, on a un aspect politique dans ce dossier, où on a une collectivité qui a l'obligation, au regard de la loi, du code de l'urbanisme, de imposer à son territoire un plan de prévention des risques naturels, avec une organisation, de la manière qu'un plan secours, un plan hors sec, etc. Et en même temps, on a en face des conseils de quartier, qui sont des organes représentatifs, mais non décisionnaires, mais qui se sentent porteurs de défendre une population, un quartier, etc. Aujourd'hui, et donc là je vais aller sur la fin de mon exemple pour vous laisser réagir et peut-être laisser réagir la salle, on a un plan, ça rebondit sur ce que vous disiez tout à l'heure, une médiation qui est un accord entre deux parties gagnant-gagnant et une décision de justice ou une conciliation qui de toute façon se fera au regard de la loi et qui décidera à tel endroit, vous ne pourrez plus construire, la maison sera détruite, vous serez exproprié, vous n'aurez pas le droit de vendre ce terrain, vous ne pourrez pas construire ce que vous voulez, vous ne pourrez pas avoir votre lolo, etc. Et en face, on a une population, et on en parlait ce week-end avec d'autres personnes, en face on a des personnes qui, il y a à peu près 25 ou 30 ans, et quand Saint-Martin était encore une mairie, où pour une volonté saine et noble, on a rendu propriétaire, mais sans titre, toute une population de Saint-Martin, qui aujourd'hui dispose de lieux de vie qui sont non assurables, pourtant taxables, non cessibles, mais pourtant saisissables. Et voire soumis peut-être à l'expropriation, sachant qu'on parle de maisons qui ont été construites pendant 20 ans, 30 ans, où les gens n'ont pas pu faire d'emprunt bancaire puisqu'ils n'avaient pas de titre. Est-ce que on peut imaginer, et ça serait un bel exemple pour ce territoire, d'organiser une médiation comme on organise une enquête publique, d'organiser une médiation qui pourrait être un exemple pour l'avenir, et puis même pour amener les gens à aller, comme vous le disiez monsieur le juge, à plus de médiation, avant, comme le disait madame la présidente du TI, de rentrer dans quelque chose, comme vous le disiez, qui n'est plus jugé par les deux parties qui sont concernées, mais par un tiers qui arrive, en l'occurrence pour le PPRN, l'État est dans son rôle de venir et de dire, il faut un PPRN, il faut un PLU, si vous ne le faites pas, il va s'appliquer. Je vais déjà apporter un début de réponse. Il y a des critères pour faire une médiation. Je parle de médiation judiciaire. En médiation judiciaire, dans les médiations judiciaires, il y a des critères qui sont défavorables. Et je vais vous les citer. Déjà, une solution juridique s'impose en raison d'une question de principe. C'est un critère défavorable. Voilà. Lorsque l'ordre public s'y oppose en raison de l'indisponibilité des droits en cause. Autre critère défavorable. Donc, une partie détient un pouvoir économique, psychologique, tel qu'elle n'a apparemment aucun intérêt à entrer en médiation. Bon, là, on peut considérer que ce n'est pas le cas, puisque l'intérêt de tout le monde, là, c'est d'avoir une médiation, d'avoir un accord. Gagnant-gagnant, c'est peut-être pas dit. Mais, voilà. Oui. Des actes, je vous parle des critères défavorables à la médiation. Des actes de violence ont été commis et la partie victime ne semble pas en état de participer activement au dialogue. C'est un autre critère. Et le procès semble seul en mesure de rétablir l'équilibre des parties devant le droit dans une situation de rapport de force très accentuée, une des parties étant manifestement sous la coupe de l'autre sur le plan économique ou psychologique. Voilà. Ça, ce sont des critères défavorables à la médiation. Mais vous avez donc ce problème. Une solution juridique s'impose en raison d'une question de principe. Oui, je vous en prie. Oui.
J'entends pas. Ah non, mais alors... Pour déceler ce genre de choses, c'est quand même hyper compliqué en 20 minutes. Ah non, mais je vais vous dire une chose. Avant la conciliation judiciaire ou la médiation judiciaire, vous avez la conciliation conventionnelle qui peut prendre des mois, des années. Moi, j'ai eu, par exemple, comme dans mon stage de médiation, j'ai eu Madame Béatrice Gorge et Madame Geneviève Brenner, qui sont des médiatrices internationales, qui font partie du GEM, ce qu'on appelle le groupe européen des médiateurs, des magistrats médiateurs. Ce sont des personnes qui font de la médiation au niveau des États, donc, et au niveau de l'Europe. Et donc, je veux dire, on a des gens qui ont des formations très pointues qui permettent de faire la médiation dans ce genre. Il faudrait voir. Mais ça, c'est avant qu'on en arrive au judiciaire. C'est tout ce qui est conventionnel. Des années. Vous avez des accords qui ont été faits au niveau international. C'est grâce à des médiateurs même français. C'est ça qui est tout à notre honneur. Voilà. Mais pour en revenir à la conciliation, c'est ce qu'a dit Maître Jaboulet. En fait, on n'a pas le temps. Tu exprimes 20 minutes, des fois on les a pas. Donc, et puis voilà, chacun s'exprime 2 minutes et ça s'arrête là. Ils vont analyser les chefs de demande. On parle que du prud'homme. Là, on rentre pas. Je parlais spécifiquement dans le cadre du prud'homme. Oui. Mais bon, c'est vrai que le PPRN, c'est un sujet très sensible actuellement. Voilà. Maintenant, Maintenant, moi, voilà. Ce que je voulais savoir, c'était est-ce que les magistrats voient d'un mauvais œil la médiation? Alors, j'ai compris que non tout à l'heure. Voilà. En fait, on est en train de voir que c'est en train de devenir un système, qui est dans l'air du temps, au niveau législatif, et qui est complémentaire avec les magistrats. Donc en fait, éventuellement, je crois que M. Vogel, vous vous étiez déjà prononcé sur justement le fait que la médiation était quand même appelée des vœux du Conseil de prud'homme à l'occasion de l'audience solennelle. Alors pourquoi? Voilà. Qu'est-ce que vous trouvez de bien dans la médiation par rapport à... Justement, vous avez des audiences de conciliation, vous allez vous départir d'un certain nombre de dossiers. Est-ce qu'on ne va pas rendre finalement décrédibiliser par la médiation le travail du magistrat, en gros? Je ne sais pas. C'est une question. C'est une on est dans le cadre d'une complémentarité de raisonnement. Oui. Et donc, au contraire, je pense que ça va que dans le bon sens. Encore une fois, le conseiller est un conseiller bénévole. Le conseiller est un conseiller bénévole et tout ce qui peut faire avancer le dossier favorablement ne peut être que valorisé. Donc, encore une fois. Donc, en fait, on a l'aval des magistrats dans le cadre de la médiation. Des conseillers prud'hommes, en tout cas, de Basse-Terre, oui. Et M. Combourdet? Tout à fait. Oui, et je voudrais aussi ajouter, bien sûr... c'est pas un problème de pouvoir. On n'est pas magistrat pour avoir du pouvoir. Je pose une question. Et la médiation est quelque chose d'empathique qui permet justement d'obtenir un accord qui fera en sorte que notre décision soit respectée. Donc on a tout à gagner d'une médiation. Mais j'en suis ravie. On nous donne du temps. Les gens se responsabilisent. Tout à fait. On peut donc discuter après d'un accord qui va sans doute tenir la route. Oui. Donc vraiment, il faut vous sortir de la tête le truc que le magistrat a besoin de son pouvoir lui tout seul et qu'il juge tout seul. Ça, alors, non, je mets des pavés dans la mare. On juge en équité aussi. Non, mais attention, comprenons-nous bien. Je mets des pavés dans la mare. Alors, je vais vous dire pourquoi. Je vais poser une question que j'ai posée aux médiateurs qui sont venus. Je leur ai dit, mais alors, a priori, pourquoi des justiciables feraient appel à un médiateur alors que devant un juge, ça leur coûterait pas d'argent, puisqu'en tout état de cause, ils risquent d'être assistés par leur avocat. Et en fait, c'est une question qui est épineuse. Je pose une question épineuse aux magistrats, je pose une question épineuse aux médiateurs, étant précisé qu'en fait, alors je vais peut-être répondre d'avance, c'est qu'effectivement, alors, c'est peut-être gratuit quoi peut-être faire l'objet d'une aide juridictionnelle. Ah ben alors ça c'est autre chose, c'est un entre guillemets, voilà. Mais ce que je... Ça revient à une certaine gratuité. Oui, non mais alors attention, je suis là pour mettre les pavés dans la mare. Donc en fait, ici...
Aussi, je peux. Alors donc, en fait, si vous voulez, c'est d'après ce que j'ai compris, et je vais résumer, il faut quand même comprendre, et je voudrais le dire aux justiciables, lorsqu'on a, en règle générale, une décision de justice, souvent elle est contestée, donc elle va aller en appel, donc elle va traîner, alors que finalement, faire appel à un médiateur, même si on a l'impression d'investir, c'est peut-être aussi pour trouver une solution plus rapide et moins coûteuse, finalement, au bout du compte. J'ai tort, j'ai raison? Non, complètement raison. Voilà. Non, mais par rapport à l'image populaire par rapport aussi. Oui, tout à fait. La médiation, on sait quand on commence un procès, on ne sait pas quand on le finit. La médiation, qu'elle soit conventionnelle, c'est-à-dire que les parties décident d'y recourir avant même d'aller saisir le juge, ou qu'elle soit judiciaire, on a déjà saisi le juge et là on décide d'aller en médiation, la médiation, on en connaît sa durée. On sait quand elle commence, quand elle va commencer, et on sait quand elle va se terminer, puisque ce sont des conditions qui sont déterminées avant même de rentrer en médiation. Donc là, les coûts sont complètement maîtrisés. Alors que c'est vrai que, et là on ne travaille pas du coup pour nos cabinets en tant qu'avocate quand on dit ça, c'est vrai que les procédures judiciaires, malheureusement, ont cet aléa, il y a un aléa judiciaire, je veux dire, qui fait qu'on ne sait pas quand la procédure va s'arrêter. C'est-à-dire qu'on a une première instance, ensuite on a, s'il y a une partie qui n'est pas d'accord, eh bien il y a une procédure d'appel, et s'il y a encore une partie qui n'adhère toujours pas à la décision de justice et qui a un moyen de se pourvoir en cassation, eh bien elle ira en cour de cassation, et si la cour de cassation considère que l'arrêt rendu en cour d'appel finalement n'est pas conforme, l'arrêt sera cassé, on se retrouvera avec une deuxième cour d'appel. Alors voilà, c'est des procédures qui peuvent durer entre 2 ans et 10 ans, voire plus. Et donc en fait je rebondis sur ce que M. Combredet disait, et en plus le médiateur judiciaire peut être pris en charge par l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire par les aides de l'État en fonction des revenus des justiciables. Alors, la prise en charge par l'aide juridictionnelle, on a vu tout à l'heure que la rémunération du médiateur se fait au coût horaire du médiateur, donc ça varie, lequel va fixer son coût horaire en fonction de l'intérêt du litige, et comme il va déterminer avec la personne la durée, s'il y aura des rendez-vous d'1 heure, d'une demi-journée, d'une journée, ou reproduit plusieurs fois, 2, 3 jours, sur un mois, parce que ça nécessite de réfléchir, etc., etc. Donc tout ça se détermine préalablement par une convention. Et le coût se détermine. Pour l'aide juridictionnelle ne fonctionne que pour la procédure judiciaire. Mais parallèlement à l'aide juridictionnelle, qui prendra en charge donc la médiation, donc le coût du médiateur. Le coût du médiateur en médiation judiciaire, pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait fixé parce que comme on est en pleine nouveauté, donc les magistrats et la cour d'appel n'a pas encore réellement mis en place, ce sont les magistrats qui vont gérer le coût de cette médiation judiciaire avec la pratique, savoir quel type de médiation qu'ils vont décider, quel est le coût. Parce que pensez médiation judiciaire un peu comme vous pensez une expertise judiciaire. C'est-à-dire une expertise judiciaire, c'est le magistrat qui fixe le coût et ça ne bouge pas. Et c'est le magistrat qui va contrôler le coût de la médiation au fur et à mesure et jusqu'à la fin. La médiation judiciaire, c'est à peu près pareil. Pour la médiation conventionnelle, ça se fixe en amont, en disant voilà, moi je veux 3 rendez-vous de 3 heures et le coût horaire ça va durer de temps. Voilà, où je peux. Mais non, mais ça dépendra du médiateur, de celui que vous aurez choisi, puisque c'est pas forcément un avocat. C'est pas forcément un avocat. Il faut le savoir à l'avance. Alors imaginez qu'en matière familiale, pendant très longtemps, les coûts en matière familiale, d'une médiation pour une garde d'enfants, comme vous avez des rendez-vous de 2 heures, de 3 heures, c'était 50 €. D'accord ? Mais vous pouvez avoir des rendez-vous qui, incluant alors un problème de garde d'enfant, incluent des problèmes de relations de couple, et ça peut durer une journée. Donc si vous avez une journée, et qu'en fait il faut aussi des observations techniques sur la liquidation du patrimoine, le médiateur peut estimer que compte tenu de son intervention, des discussions, etc., ça peut aller jusqu'à 100 €. Voilà, de l'heure. Bon, mais si vous êtes en entreprise, le coût
va changer. En entreprise, ça peut aller de 150 € à 500 €. Mais 500 €, c'est souvent en métropole. Ici, pour l'instant, on est entre 150 et 250. Mais ça dépend. Parce que si le coût, parce que vous pouvez être en médiation, par exemple, sur un bail commercial. Vous êtes en train de faire vous avez une médiation droit du travail. Votre médiation droit du travail implique que vous incluez des discussions sur les conditions de travail. Conditions de travail implique que vous incluez les modifications du lieu sur lequel vous travaillez, ce qui implique l'intervention du bailleur. Voyez, vous comprenez? Donc la médiation, c'est quelque chose qui peut permettre d'élargir considérablement le dialogue. Et là, le coût, et voilà. Et donc le coût peut être différent en fonction et la durée peut augmenter. Ce que je voulais dire aussi sur l'aide juridictionnelle, ça c'est le judiciaire et le conventionnel. Vous avez aussi la protection juridique. Vous savez ce que c'est que la protection juridique? Voilà, ce sont les assurances. C'est-à-dire que vous payez, généralement, c'est adossé pratiquement à tous les contrats d'assurance. Donc pas forcément les contrats de multirisque habitation. C'est multirisque habitation, ça peut être parfois sur des contrats d'automobile, ça peut être la carte bleue, sur American Express, ça peut être sur toutes sortes de choses. Vous avez ce qu'on appelle la protection juridique. La protection juridique, c'est une assistance juridique qui est faite par votre compagnie d'assurance. Donc, qui désigne, qui travaille avec un expert, qui travaille avec un avocat, mais qui peut vous accompagner sur une médiation et prendre en charge les frais de médiation. Donc en fait, ce qu'il faut... Comment on choisit le médiateur? Vous passez par votre avocat, vous passez par votre expert comptable. Il y a une liste de médiateurs. Vous passez par... Vous disiez en même temps, maître, que c'est pas... la situation n'est pas réglementée. Si, elle est réglementée. Il y a des codes de... Non, on a un code d'anthologie. Il existe des listes. Ah oui, non, il existe des listes. Vous avez des... Voilà. Qui trouve que, par exemple, Bulent est un fin négociateur ou quelqu'un qui a une bonne écoute active. C'est déjà fait. Ne peut pas médier deux interlocuteurs. D'accord. Je vois pas mon nom. Non, mais il y a des listes. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, d'après ce que je voudrais résumer, c'est que, en fait, le médiateur, d'abord, il est officiel, il y a une liste, donc il y a des listes officielles pour se procurer des médiateurs. Et ensuite, au niveau des honoraires, de toute façon, toutes les professions libérales dorénavant sont obligées d'annoncer les honoraires en amont. Elles sont obligées de deviser et d'appliquer, enfin de prévoir à l'avance les frais. Donc, entre guillemets, peu importe le coût, on ne peut pas donner un coût par dossier puisque chaque dossier est différent, mais en tout état de cause, ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui optent pour la médiation vont pouvoir demander un devis en amont. Le fait de partager, ça commence déjà. Ah ben ça, ensuite, c'est ce que disait Madame Callon, on peut partager à 50-50 ou il y a une partie qui prend la totalité. Ça, c'est des accords. On est vraiment dans un accord entre les deux parties. Hein. Donc après, ça se passe en confidentialité avec le médiateur. Voilà. Donc ce qui est déjà important, c'est de comprendre d'abord que c'est quelque chose qui demande l'adhésion des deux parties, qui vont ensuite s'entendre avec le médiateur. Le médiateur, c'est pas n'importe qui dans la rue, c'est quelqu'un qui est titré à ce niveau-là, qui a un diplôme, et que ça va dans l'air du temps, et que les magistrats ont plutôt tendance à promouvoir ce système. C'est à peu près ce que voilà. Oui, madame. Moi, je représente la Fédération des très petites entreprises. J'ai compris qu'il y a une liste de médiateurs, mais pourquoi il n'y a pas une liste sur Saint-Martin? Parce que les très petites entreprises à Saint-Martin ont beaucoup de problèmes. Alors, ils viennent vers nous et nous-mêmes, on ne peut pas aller. Claudine, alors parce que d'abord, les formations ont été données en Guadeloupe. Déjà, premier élément, il y a des formations assez récentes. On a expliqué tout à l'heure que justement, il y a une liste et il y a des associations en Guadeloupe qui sont en train de se créer au niveau de la médiation et qui sont disponibles pour venir à Saint-Martin. Bien sûr, bien sûr. Je fais venir des gens qui sont des représentants de médiateurs de Guadeloupe qui peuvent venir. Alors maintenant, c'est vrai que ici à Saint-Martin, la difficulté qu'on a, c'est la formation, c'est de faire venir la formation. Donc on est quand même, et avant tout, en tout cas, s'agissant des avocats et médiateurs, le barreau est de la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy. C'est-à-dire que indifféremment des gens qui viennent de Guadeloupe peuvent venir nous aider ici à Saint-Martin sur leur spécialité. Une permanence tous les mois, tous les 15 jours, tous les 3 ans? C'est pas des permanences, c'est sur demande, c'est sur requête, c'est de la même façon quand on saisit un avocat, c'est pareil, c'est pareil. Je pose des questions qu'on me demande de poser. Je la ferai diffuser. Bien sûr.
Bien sûr, bien sûr. Mais en tout cas, ce qui était très important aujourd'hui pour nous, c'était d'expliquer qu'on ne résout pas des difficultés systématiquement en saisissant des tribunaux avec les conséquences alors en termes de délai, d'interprétation, et puis de caractère assez restrictif de résolution du contentieux. On voulait ouvrir le champ sur la médiation qui peut être donc avant la saisine du tribunal et élargir encore en disant que dans certaines matières, on peut ne pas être tout de suite dans un conflit, mais faire appel à la médiation pour s'aider à prendre une décision, pour rassembler des parties. Et puis, il y a la médiation judiciaire à n'importe quel stade. Et moi, je voulais vraiment qu'on ait le témoignage de magistrats pour qu'on voit que vraiment c'est quelque chose de complémentaire, qui va dans l'air du temps et qui permet... Alors, je reprendrai une phrase qui a été dite tout à l'heure, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Moi, j'aurais tendance à dire, dans certains cas, il vaut mieux laver son linge sale en famille. Voilà. Donc, il y a certaines fois, il y a des vérités qu'il vaut mieux dire de façon confidentielle, des choses qu'on n'osera pas dire devant un juge qui peut paraître jugé, justement, ou en tout cas avoir un avis sur ce qu'on va dire. Donc, il y a des choses qu'on ne va pas dire. Et peut-être que devant un médiateur qui, normalement, sa mission, c'est d'amener les parties à se parler franchement, eh bien, on pourra peut-être expurger tout ce qu'il y a à l'intérieur et la tension qui peut générer le contentieux et qui, derrière, donnera lieu à une solution pérenne. Voilà. Parce que les décisions de justice, qu'on le veuille ou non, elles laissent quelqu'un qui a un goût amer. De toute façon, à la fin. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, je voudrais rajouter, pour abonder dans le sens de mesdames Linon et Calonne, parfois, il vaut mieux, dès le départ, mettre le prix qu'il faut pour une bonne médiation, parce qu'on ne sait jamais comment va se terminer. Ce que je reprendrai madame Linon, c'est qu'un procès peut durer dans le temps et peut coûter extrêmement cher. Quand on sait les prix que ça coûte après en appel, en cassation, et on revient, et ça dure, et ça dure. Alors qu'au départ, en mettant le prix, je pense qu'une bonne médiation peut se faire et elle coupe court après à toutes ces démarches qui s'en suivent. Et je pense que là, effectivement, il ne faut pas hésiter parfois à faire une médiation avant de saisir la justice. Voilà. Justement, on a parlé d'un débat précédent où on était avec le barreau de Basse-Terre, où une des questions, et depuis ça se fait, ça se pratique, où on demande, en fait, si vous voulez, vous avez des entreprises qui vont avoir une difficulté à se dire, je vais aller voir un avocat, ça va me coûter. Il y a un a priori que ça va coûter cher, etc. Et aujourd'hui, nombre d'avocats à Saint-Martin disent, voilà, c'est le problème, voilà ce que ça pourrait coûter. Et donc, du coup, dans le cadre de la médiation, par contre, moi, je remercie monsieur le juge de m'avoir donné la liste de la cour d'appel, mais clairement, il y a une difficulté. Enfin, on est sur un territoire qui manque de beaucoup de choses. Ne pas avoir la valeur ajoutée dont on parle aujourd'hui, c'est simplement une catastrophe. Et je reprends l'exemple, sans jeter un pavé dans la mare, je reprends l'exemple du PPRN, du PLU, de chez Maurice, enfin Raymond, de tous ces problèmes qu'on connaît, qui font partie de notre culture, et puis en fait, qui font partie de notre paysage saint-martinois et de sa richesse quelque part aussi. Il est urgent que... Alors, je ne sais pas si c'est une décision qui est prise par il faut que les gens candidatent, tout simplement. Il faut que les gens candidatent. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas une décision qui peut être prise par la préfecture, par le tribunal? Il y a des critères, vous savez, il y a des critères. Il ne faut pas être inscrit au B2, au casier judiciaire. Il faut avoir une moralité, une honorabilité. Il y a différents critères. Après, voilà. Après, c'est vrai que l'idéal, c'est que je parle après dans conventionnel. C'est bien d'avoir, par exemple, une spécificité ou une spécialité dans un certain domaine. Par exemple, c'est vrai qu'un médiateur dans le bâtiment, par exemple, ça sera quelqu'un qui est professionnel du bâtiment qui demande à être un médiateur. Mais il faut que les autres critères soient réunis, attention. C'est sûr qu'il sera, je parle sous couvert de mes collègues, mesdames Linon et Calonne, c'est sûr qu'il vaut mieux voir un médiateur qui a une spécificité dans le bâtiment que le gars qui va être dans la pêche ou dans l'aviation. Je veux dire, vous voyez, il faut que le médiateur il soit dans son domaine de prédilection. Maintenant, c'est un rapport humain.
Donc l'un n'empêche pas l'autre aussi. Je veux dire, on peut être médiateur avec toute la psychologie humaine que cela implique, et on peut être excellent, même si on est dans le bâtiment, pour un autre domaine. Mais c'est vrai que dans l'absolu, ce serait l'idéal. Mais nos médiateurs, là, vous vous déplacez, vous êtes globetrotter un peu. Ah bah c'est notre objectif, hein, c'est la promotion de la médiation. Et vous n'êtes pas les seuls, en Guadeloupe, il y en a combien maintenant ? Nous sommes 33 avocats médiateurs actuellement. Et je pense que l'ensemble des 33 avocats médiateurs est vraiment très intéressé pour pouvoir pratiquer... Et avec des spécialités différentes chacun. Complètement. C'est-à-dire cette affinité qui est issue du métier d'avocat sur une spécialité particulière. Donc vous ne recouvrez pas tous les mêmes domaines ? Non, pas du tout. Donc en fait... Oui, bien sûr, on n'a pas sur place, mais on a la possibilité de faire venir. Parce qu'il y a quand même une communication régulière entre la Guadeloupe et Saint-Martin, en tout cas sur des métiers particuliers. Nous sommes bien d'accord. Oui. Former les autres. Oui, moi je voulais savoir quels sont vos délais pour donner des rendez-vous, etc. au jour d'aujourd'hui, en Guadeloupe, mais aussi sur Saint-Martin. Vous voulez en tant que médiateur ? Est-ce que vous pouvez préciser votre question ? Parce que vous parlez de quel délai exactement ? Pour vous saisir. Vous avez quel délai de réponse ? C'est dans la semaine, c'est dans un mois, c'est... Non. Généralement, c'est tout de suite. Généralement, c'est une relation qui est assez réactive. Maintenant, le processus se déclenche dès l'instant où tout le monde est d'accord pour aller en médiation. Et cet accord, il se vérifie par un point, c'est que les deux parties sont d'accord pour payer le médiateur. Et c'est vraiment un acte volontaire. Et là-dessus, après, vous savez, ça va très vite. C'est la même relation qu'avec un avocat, je pense. C'est justement là que je n'arrive pas à comprendre. Oui. Deux personnes qui ont des problèmes, ils vont accepter le même médiateur. Oui. Mais le médiateur n'est que là pour les mettre en situation, pour les faire avancer. C'est comme... Alors, je compare... Non, il y a une possibilité de comédiation. Il est possible tout à fait possible de faire appel à un médiateur ou plusieurs médiateurs. Et chacun peut effectivement... Petit bémol, parce que la manière dont vous le dites, j'ai envie que vous posiez une question. Voilà, quand vous dites comment deux personnes qui ont deux points de vue différents peuvent avoir le même médiateur, mais d'après vous, le rôle du médiateur, ce serait quoi ? Face à deux personnes qui ont deux points de vue différents, quel est le rôle du médiateur d'après vous ? Je n'ai pas fait encore 220 heures de cours, mais je commence à en avoir envie. Et donc, c'est quelque chose que vous apprenez, d'accord, sans connaissance vraiment spécialisée. Vous écoutez les personnes, pas forcément spécialistes du sujet, et vous êtes choisi par deux personnes, en plus votre coût est partagé. J'ai eu du mal à croire. Si vous y arrivez, c'est que médiation est déjà commencé par les deux personnes, le fait de choisir la même médiateur. Alors, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que compte tenu du fait que les deux personnes se sont déjà entendues sur le nom du médiateur, ils se seraient déjà entendus... c'est un début, je trouve. Pardon ? C'est un début de médiation, déjà. Alors, l'intérêt, c'est que vous trouvez que le choix du médiateur est déjà un début de solution. Solution, je ne sais pas, mais en tout cas, les deux personnes qui ont des problèmes, s'ils se mettent d'accord sur la décision de prendre le même médiateur, déjà, il y a une approche, parce que sinon... D'ailleurs, je me demande s'il n'y a jamais une bagarre dans votre bureau. C'est-à-dire que le problème, c'est que là, vous êtes en train de faire rentrer le médiateur dans la discussion. Je vous vois arriver, Vous voyez, alors, où je vais ? Ne vous en faites pas... Où vais-je ? Non. Allez-y. Ça va, moi, j'ai rien à me dire. Non, mais si, c'est la dernière question. Allez-y, où je suis en train d'aller, là ? Vous êtes en train d'essayer de me faire convaincre qu'avec la médiation, médiation a commencé. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire en fait. C'est pas là que je vais. En fait, là où je vais, c'était pour vous dire que le médiateur est neutre, indépendant et impartial. Donc le fait que vous choisissiez un médiateur ne veut pas dire que le médiateur rentre dans la conception de votre conflit. Sa compétence technique n'est pas là pour vous trouver une solution. Elle est là pour comprendre ce que vous êtes en train de dire. Si vous employez trop de mots techniques, il aura peut-être du mal à reformuler, à faire la passerelle. N'oubliez pas, le médiateur, c'est un passeur.
passeur d'information. Si l'information qui doit passer, il n'arrive pas à la retranscrire correctement pour que l'autre puisse comprendre, c'est qu'il y a une difficulté. Et sur des dossiers très techniques, c'est important qu'il puisse comprendre ce qui est en train de se dire et quels sont les enjeux pour mettre le doigt sur les points des enjeux. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il vous a compris vous et qu'il est d'accord avec vous. C'est pas parce que vous l'avez choisi qu'il vous doit quelque chose. C'est pas parce que vous le payez qu'il vous doit quelque chose. D'accord. On y aura peut-être l'occasion d'en parler une autre fois. Merci. N'hésitez pas à intervenir dans l'Assemblée. On a encore 10 minutes. Donc allez-y si vous avez des questions, vous écoutez. En fait, c'était plus pour la façon dont moi je l'ai compris et où j'aimerais bien aussi avoir une réponse, c'est comment deux personnes qui sont en conflit total et qui n'ont pas forcément connaissance de ce dispositif vont à un moment donné toutes les deux se dire bah si, allons payer. C'est l'objet de la réunion d'aujourd'hui déjà, de commencer l'information parce que ça existe. Voilà. Oui, voilà, parce que jusqu'à présent, on peut faire que ça, les gens c'est-à-dire informer. Vous allez en parler. Oui. Voilà. Voilà. Il faut un médiateur à Saint-Martin, même voire des médiateurs. Parce que spontanément comme ça, c'est pas la première chose à non, laquelle les gens c'est la raison vont pour laquelle penser. on attire votre attention sur le fait que ça existe et que les anciens systèmes sont en train d'évoluer. La promotion de la médiation se fait actuellement essentiellement par les magistrats, enfin certaines juridictions, par les centres de médiation et les avocats qui sont sensibles à ce mode alternatif de règlement des différends. Oui, je voulais juste dire que si deux personnes ont envie d'aller voir un médiateur, c'est que quelque part, elles ont envie de faire régler leurs conflits. Mais vous avez des gens qui n'ont pas du tout envie de régler leurs conflits, qui restent avec leurs conflits. Ceux-là, ils ne viendront pas voir le médiateur, mais ce n'est pas obligatoire, hein. Mais je pense qu'il y a une espèce de volonté à un moment donné de lâcher son poids. Alors vraiment, on a besoin d'un médiateur à Saint-Martin, mais alors vraiment, pour le problème des bornages, pour le problème des 50 pas géométriques, des remblais, de la propriété. Alors là, je veux dire, moi, dès que j'ai un dossier à l'instant, j'envoie au médiateur. Là. Si je peux, alors pour nous, c'est royal, ça serait royal. Donc vous êtes en train je sens bien qu'on a des problèmes. J'ai un problème de bornage à Saint-Barth. Ouais. Je sais très bien que c'est une histoire de famille, que ça n'a rien à voir avec le chemin en zigzag et tout le bazar. Ouais. Je sais ce qu'il y a au fond. Je vais peut-être essayer de rendre un jugement genre médiatique, médiateur, surtout pas médiatique. Mais là, j'aurais vraiment adoré avoir un médiateur qui fasse un peu cracher aux gens ce qu'il y a au fond, quoi. Donc vous êtes en train de nous dire de venir nous installer à Saint-Martin. Exactement. Vous installer, non. Mais faire en sorte que ça soit pratique. Ah, Madame la Présidente, regardez le micro s'il vous plaît, et Monsieur le juge, une question. J'ai noté au tout début des échanges, et donc c'est plus une explication de texte que j'en comprends le sens, mais clairement il y avait besoin d'une explication de texte. Et je pense vraiment, je reviens, je ne veux pas conclure sur ce sujet-là, du PPRN, des 50 pages géométriques, etc. Mais c'est un sujet qui me tient à cœur parce que je sais qu'il est, comme vous le disiez, M. Cambrondet tout à l'heure, il y a une charge émotionnelle importante, il y a une méconnaissance importante du texte. Donc en fait, les gens s'inquiètent de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Le grand méchant loup, mais il n'y a pas de méchant loup. C'est souvent le cas. Voilà. J'ai noté tout à l'heure dans la définition que vous donniez en introduction sur la procédure de médiation, et j'essaie de retrouver, qu'elle devait être un accord qui n'est pas forcément conforme à la loi tant qu'il respecte l'ordre public. Non, ça c'est madame qui l'a dit. Non, mais c'est pas un magistrat qui a dit ça. C'est l'avocat. Non, justement, moi je suis alors justement, comment est-ce que l'accord... Alors moi, je vais donner un exemple qui m'est propre, que j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps avec un salarié. Le salarié souhaite quitter son emploi, mais il occupe un emploi avec une formation importante où j'ai investi beaucoup d'argent pour le former. Former quelqu'un d'autre à sa place va me coûter beaucoup d'argent. Là, par contre, voilà. C'est aux médiatrices que vous devez vous adresser. Oui, non, tout à fait. Et on a trouvé un accord sans demander à un médiateur, sans passer par un avocat, etc. Mais dans le cas où justement il y a un accord, et je prends l'accord soit dans le cadre du droit de la famille, un divorce, une succession, une cession d'un bien immobilier entre deux personnes, etc., où il y a un accord, je ne vais pas dire illégal, mais un accord qui satisfait les deux parties,
mais qui ne correspond pas à un texte, ou qui n'est pas organisé. L'intervention du juge... L'intervention du juge, elle vient justement lorsque vous allez demander l'homologation de l'accord. Voilà. Il faut savoir que vous ne pouvez pas faire une convention, une médiation si vous touchez aux droits indisponibles. Là, on rentre dans les termes techniques. Vous savez qu'en matière d'être humain, on a des droits disponibles et des droits indisponibles. Vous pouvez disposer de certains droits, mais pas d'autres. Par exemple... Ce qu'on appelle le vide juridique. Non, vendre son corps, par exemple. Je parle, c'est pas un vide juridique. Il y a des droits interdits. Par exemple, il y a des droits que vous ne pouvez pas disposer. On touche pas le corps. On touche pas le corps, par exemple. Exemple, vous avez un enfant. Ce fils, il a des droits et vous ne pouvez pas les renier, ces droits. Oui. Parce que c'est votre fils. Oui. Voilà. Donc ça, ce sont des droits indisponibles. Voilà. Et après, vous avez tous les autres droits qui sont autorisés par la loi. Vous possédez un terrain. Vous avez le droit, vous avez ce qu'on appelle le droit disponible de pouvoir faire ce que vous voulez de ce terrain. Voilà. Par contre, vous avez des droits indisponibles en matière de mariage, par exemple. Vous avez les droits internationaux. C'est surtout dans le droit, dans les droits internationaux où vous, par exemple, vous ne pouvez pas disposer du droit, par exemple, marocain, si par exemple une Française épouse un Marocain et que après il y a un problème de garde des enfants. Et d'ailleurs, c'est toujours d'actualité parce qu'il y a des droits indisponibles. Voilà. Alors, c'est pour ça que la médiation, on peut la faire tant qu'on peut, on peut la faire dans tous les domaines, mais après il y a des comment dirais-je, des murs, on reste dans un cadre général du droit quand même. Il reste dans un cadre général du droit. Il y a des marges, des garde-fous. Alors le rôle de l'avocat dans la médiation est important. C'est-à-dire que pour pouvoir garantir sur l'efficacité des solutions qui sont trouvées et la nécessité ou pas d'homologuer l'accord et la préservation des droits de chacun. Alors c'est là qu'on revient à quelque chose qui peut être apparemment plus coûteux, mais en fait qui ne l'est pas tant que ça. C'est de considérer que on prend un avocat pour vous assister dans la médiation. Parce qu'en fait, dans une médiation qui se fait entre parties, on peut se faire assister par un avocat. L'avocat doit avoir, dans le rôle de la médiation, non pas un rôle de défenseur. C'est pas comme au procès où il va aller pour défendre, donc prendre son armure, prendre son épée et aller défendre des droits. Il va écouter, entendre, s'assurer, comme on a dit tout à l'heure, que ce sont bien les parties qui trouvent leur propre solution, mais comme c'est lui qui connaît la matière et qui est capable de connaître les droits disponibles et indisponibles, il va permettre une rédaction d'accord qui sera conforme au droit. Ce qui fait que lorsque ça ira en homologation, si c'est un accord qui nécessite une homologation, eh bien, l'accord sera correctement rédigé et ça permettra une homologation sans difficulté. Une question technique qui concerne clairement Saint-Martin, encore une fois, par rapport à ce territoire, sa culture, son histoire récente, changement article 74, 2007, etc., son exposition aux événements climatiques extrêmes, etc., et la typicité du territoire avec un traité qui date du XVIIIe siècle et qui régit le fonctionnement d'un territoire au XXIe siècle. Avec un pseudo-territoire Schengen et pas vraiment. Un port franc sans douanier, sans poste interfrontalier. La possibilité, je cite une série d'exemples pour voir dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait créer une juridiction conjointe. Parce que c'est un besoin qui est évoqué beaucoup par les entreprises. La possibilité, par exemple, une chose à laquelle je suis soumis, je finance des véhicules pour les agences de location de voitures. Ces agences de location de voitures se font voler les voitures. À Saint-Martin, côté français, quand vous voulez vendre un véhicule, il faut venir avec une carte grise et un certificat de non-gage. Côté hollandais, vous pouvez vendre un véhicule sans carte grise et le rématriculer. Aujourd'hui, on est face à des litiges. Moi, j'ai des clients qui sont à Saint-Kitts, à Anguilla, à Saint-Martin, Sint-Maarten, à Curaçao, qui travaillent côté français, qui ont une fiscalité ou pas à Anguilla, à Saint-Martin, à Saint-Kitts, etc. En cas de litige, je vais prendre un exemple, là je suis dans un litige avec un de mes clients, on essaie de trouver une solution. Le contrat qu'on a rédigé prévoit que tout litige devra être réglé devant le tribunal de New York. Sauf que tout ce qui s'est passé, tout s'est passé ici. Donc on essaie de... D'où l'intérêt d'avoir un médiateur qui soit au niveau international
comme par exemple Madame Brenner, qui est médiatrice de la Suisse. Voilà. Je veux dire, il faut des médiateurs qui soient d'un niveau qui puissent traiter ces problèmes. La qualité du territoire. Maintenant, après, je veux dire, ça nous dépasse. Là, ça nous dépasse. Je veux dire, là, on n'est plus dans le domaine de la médiation, non, mais de la médiation du tribunal d'instance, à la limite de la cour d'appel de Basse-Terre. Je veux dire, là, c'est un problème politique. Hein, c'est un problème politique, quoi qu'on en dise. Et après, c'est un problème de médiation au niveau international. Et là, je veux dire, on n'est pas dans la cour, on n'est plus dans la cour des en même temps, ce qu'on appelle un Saint-Martinois de souche vous répondra qu'il n'y a pas deux Saint-Martin. Il n'y a qu'un seul Saint-Martin. Mais ça, c'est dans l'esprit. Ça, c'est dans une phrase de Madame. Dans l'esprit, mais dans la réalité des choses, je cite une grande dame, il y a une deux États. potomitante. C'est dans l'esprit, mais dans la réalité, il y a deux États. Non, mais tout à fait. Mais je veux citer une potomitante de Saint-Martin qui habite à Cul-de-Sac, qui s'appelle Léonie L'Harmonie. La famille L'Harmonie, tout le monde la connaît. Et qui dit « Mon cœur est à Saint-Martin et ma bouche est à Sint-Maarten ». Ça fait référence à un poème de George Gums il y a quelques années, où clairement, en fait, ce territoire, il est il est unique. Il n'y a que des non-natifs et des nouveaux arrivants, je m'inclus dedans, des métros présents depuis 15 ans, 20 ans ici, qui constatent qu'il y a une frontière, ou qui pensent qu'il y a une frontière. Sauf qu'il n'y a pas de frontière. Historiquement, non. Juridiquement, oui. Alors là, on dépasse le cadre. On dépasse le cadre là. Hein. Là, c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à dire au niveau de Saint-Martin. Il y a une nécessité. S'il y a une conclusion, si ma conclusion de ce débat devait être, c'est qu'il y a une urgence à communiquer sur ce dispositif de médiation, et il y a une urgence à trouver une solution pour que demain il y ait un médiateur à Saint-Martin, mais un médiateur, comme le disait M. Cambaudet, un médiateur qui soit capable qui ait le recul, quand vous parliez de la compétence du bâtiment pour un sujet, qui est quelqu'un qui soit compétent sur un territoire qui est multiple. Voilà. Oui, mais bon, déjà, sans répéter, oui, je suis d'accord, il faudrait qu'il y ait quelqu'un de stable. En tout cas, en attendant, on en a qui viennent de Guadeloupe et qui peuvent être spécialisés. Ah, mais s'ils sont candidats... Bien sûr qu'elles vont venir, elles sont déjà venues pour nous rendre service et pour venir nous exposer ce qu'était la médiation. Oui, moi je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire. Effectivement, ce territoire, il aurait peut-être besoin d'une espèce de médiation un petit peu d'abord bilingue, effectivement, de quelqu'un qui connaît aussi bien le droit français que le droit de Sint-Maarten. Et ça, pourquoi pas ne le faire remonter dans la coopération quadripartite. Il y en aura bientôt une à la Hague qui tiendra, puisque ça se tient aux Pays-Bas, à Paris, à Saint-Martin et Sint-Maarten à tour de rôle. Il faut faire remonter ce type de besoin. C'est une solution qui peut être pertinente, qui n'évitera pas effectivement des accords internationaux tels qu'ils se font d'État à État, mais ça peut effectivement être une alternative à ce dispositif qui pourrait se mettre en place. Mais voilà, et peut-être que les collectivités, que les États pourraient effectivement favoriser cette cellule de médiation. Voilà. Pourquoi pas. Justement, mais pour répondre à ce que vous dites, il faut savoir qu'au niveau, je parle des instances judiciaires, au niveau du parquet de Saint-Martin et donc de Basse-Terre, il y a des conventions qui sont faites avec le parquet de Sint-Maarten. Donc il y a une démarche déjà qui s'effectue, qui est enclenchée, il y a un process qui est mis en cours où le parquet de Saint-Martin avec le vice-procureur Paillard et monsieur le vice-procureur Octuvon-Basile sont en relation permanente avec les procureurs de Sint-Maarten, et il y a des collaborations qui se font de plus en plus étroites, et il y a depuis maintenant presque 3-4 ans, depuis monsieur Michael Ohaillon qui était vice-procureur, il y a eu une démarche qui a été faite en ce sens, et on a d'excellents résultats au niveau collaboration internationale entre deux États, la Hollande et puis la Caraïbe, Sint-Maarten, et puis Saint-Martin, justement à ce niveau-là. Et ça, c'est extraordinaire. Il faudrait que ça soit repris dans le domaine économique. Voilà. Alors, il y a une chose qui fonctionne.
Aujourd'hui, il y a des choses qui fonctionnent. Hein. Le Q4, c'est ce dont tu parlais à l'instant. Voilà. Il y a une réunion qui a lieu tous les mois, qui réunit les acteurs, on va dire. Là, c'est le tourisme pour relancer la machine de Saint-Martin. Mais comme tu le disais à l'instant, et comme vous venez de le dire, il y a plein de sujets. Moi, je discute avec l'association BPW, par exemple, sur la violence faite aux femmes, sur la difficulté d'accès aux soins pour les femmes, sur la difficulté d'accès à l'entrepreneuriat pour les femmes. Cette association-là qu'on accompagne avec une autre association. Elles ont, dès le départ, construit leur association en étant à cheval sur les deux territoires. Et avec une coprésidence, avec des statuts qui ont été constitués des deux côtés. Et je pense qu'aujourd'hui, moi je me souviens d'un incident, et on s'en rappelle tous, qui a eu lieu juste après Irma. L'aéroport de Grand Case avait des difficultés, l'aéroport de Junia avait ses difficultés. L'A300 voulait se poser à côté hollandais. Nos amis hollandais ont refusé pour des raisons qui leur sont propres. Il y a eu les scènes de pillage qui ont duré quelques jours, quelques heures. Dans la foulée, le traité de Concordia a été rendu caduc pendant une quinzaine de jours, 20 jours à peu près. Les frontières ont été fermées. Il fallait des laissez-passer, il fallait... on était revenu à, on va dire, quelque part, à l'ordre public, mais une non-conformité par rapport à la réalité de ce territoire. Ça, c'est le débat. Voilà, exactement. Ça élargit le débat, mais ça montre que les gens ont besoin de parler, de toute façon. Donc, on vous a donné l'opportunité de vous informer sur un dispositif. S'il n'y a plus de questions, nous allons lever la réunion. Je regarde. Voilà, bah on va tous dans la même... C'est fini, on a... Comment il l'appelle ? Donc voilà, donc on va tous dans la même tendance, on a tous la même tendance et on va tous dans le même sens. Et ben. Justement, dans le compte rendu, on vous mettra la liste des médiateurs rédigés par la Cour d'appel, peut-être d'autres listes d'associations. D'accord, ok. Et 15 autres ? Ah d'accord. 33, c'est ça, on disait tout à l'heure. Il serait intéressant, Malaika, de récupérer les coordonnées et la liste du médiateur ou des médiateurs du Dutch Side. Ah, une seule. Et donc, comme vient de le faire Sandrine, sauf si vous avez d'autres remarques ou des questions, on est avec Sandrine très respectueux des horaires et du planning pour toujours terminer à l'heure, pour pouvoir enchaîner. On veut vous remercier pour la qualité de vos... Allez-y. Je voulais simplement dire qu'il y a une médiation, une médiatrice familiale qui venait assez souvent sur Saint-Martin. La première rencontre était gratuite pour les particuliers, pour les personnes, et c'était une rencontre de contact où elle donnait des informations sur la médiation et pour que les gens puissent comprendre et tout ça. Est-ce que dans cette médiation, je demande aux avocats, est-ce qu'il y a ça aussi qui est mis en place pour Saint-Martin? Pour l'instant, il n'y a pas d'organisation spécifique. Notre association, la nôtre, elle est en train de se mettre en place. Donc on est en train de réfléchir sur les modalités. Alors nous, médiateurs, de manière indépendante, on est disponible. Sur l'angle de l'association, avec une organisation de consultation, on va y réfléchir. C'est bien que vous nous fassiez part de cette situation. Comme ça nous permettra de se dire on va pouvoir le faire et le mettre en place. Nous sommes pour l'instant 6 dans notre association. Il y a des avocats et des non-avocats qui ont été formés en même temps. Et donc, on va voir ça. Parallèlement, on essaie de faire en sorte qu'il y ait les autres confrères médiateurs et non-médiateurs créent aussi leurs propres associations sous d'autres angles. Donc, il se peut qu'il y ait une dynamique de mise en place de cellules d'information, de consultation, etc. Donc on va voir comment on peut aujourd'hui travailler avec vous. Et votre accueil nous va droit au cœur, nous touche beaucoup, parce que ça veut dire qu'il y a effectivement un besoin. Notre travail et notre intérêt pour la médiation est porteur et surtout répond à vos besoins et à vos valeurs. Merci beaucoup.
Ok, merci. Alors, je pense qu'effectivement, il va y avoir une suite. Et moi, c'est quelque chose qui me réjouit. S'il y a une suite aux conférences débats, je pense que ce qu'on voit rejaillir, c'est qu'effectivement, il y a un besoin de la médiation sur place. Alors, que ce soit dans le cadre de permanence auprès du tribunal et dans le cadre des journées d'accès au droit, peut-être pour l'information auprès des justiciables, ou auprès de la CCI pour les entreprises, puisque ce sont deux publics différents. On parle de la médiation, on parle de la médiation judiciaire et de la médiation conventionnelle. Maintenant, je voudrais attirer votre attention sur le fait que la CCI continuera à faire des conférences débats sur d'autres sujets. Déjà à la rentrée, on va parler de l'accessibilité. L'accessibilité des locaux, grands sujets. Et puis, la médecine du travail, c'est un deuxième sujet qui me tient à cœur. Ça, c'est plutôt sur des sujets qui vont être mis en place à la rentrée, parce que vous ne croyez pas, mais ça demande une grosse logistique d'organiser les conférences débats. Donc, on ne va pas en faire trop souvent. Mais en tout cas, c'est les deux prochains sujets qui nous tiennent à cœur et sur lesquels on va intervenir. Et pour le reste, oui, on vous remercie. Je remercie vraiment nos magistrats d'être venus. D'être venus témoigner. Je remercie nos médiateurs d'être venus de Guadeloupe et je vous remercie tous d'être venus parce que voilà, une conférence débat n'a d'intérêt que si elle intéresse justement. Attendez, parce qu'on a la présidente du tribunal. Et nous souhaitons également remercier IOTV. Ah, pardon. Excusez-moi, donc merci IOTV. Et donc pour répondre, c'est pas une question ni si une réponse simplement, c'est que la CCI, un de ses rôles, c'est d'accompagner bien évidemment ses membres et ses adhérents, mais c'est également la CCI, c'est aussi un lieu de rencontre, c'est un outil de réponse aux besoins plus largement des entreprises, des artisans, des TPE, des grands ou des PME, mais la CCI a aussi le rôle d'être un acteur sur son territoire et donc d'être peut-être aussi l'intermédiaire, d'identifier des gens qui auraient besoin d'une médiation et de les orienter ensuite vers les associations ou les médiateurs qui sont présents. Merci à tous. Merci.